Très bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous allons démarrer cette première conférence de cette nouvelle année scolaire de la Société astronomique de France. Donc je suis très heureux de vous accueillir ce soir là pour donc les dernières nouvelles des trous noirs avec Alain Ruaziello. Et comme à l'habitude, je vais vous présenter quelques planches d'introduction sur des prochaines conférences et des événements pas forcément organisés par la Société astronomique de France, mais également quelques-unes. Et pour commencer, donc j'ai eu plusieurs questions. Voilà, notre ami Jean-Pierre Martin qui est en ligne, il doit suivre sur YouTube. Voilà, n'a pas passé un bon été, il a refait une crise cardiaque, il a malheureusement été hospitalisé à peu près pendant 3 semaines au mois d'août. Il va mieux et voilà, aux dernières nouvelles là, que j'échange avec lui, peut-être pas tous les jours, mais pas loin. Donc on doit lui poser un pacemaker pour rétablir son rythme cardiaque. Alors je ne sais pas si son pacemaker va être asservi sur la stabilité d'une étoile à neutrons ou d'un pulsar. Ce serait peut-être une bonne idée, mais il faut choisir le bon rythme, le bon pulsar. Voilà, donc, mais néanmoins, voilà, c'est grâce à Jean-Pierre que l'on continue de préparer ces conférences et Jean-Pierre s'est attelé à la préparation du programme de cette année. Comme à l'habitude, donc, toutes les conférences sont retransmises d'une part en temps réel sur YouTube. Donc là, je vois effectivement que c'est retransmis. On aura peut-être des questions voilà, en direct si vous êtes connecté à YouTube. N'hésitez pas à utiliser le chat pour effectivement nous envoyer des questions et elles seront retransmises à la fin de la conférence pour voilà, participer au débat et à la session de questions-réponses. Notre dernière conférence était remarquable, Jacques Lascar, sur le système Terre-Lune, les travaux de toute une équipe et en particulier d'un thésard qui a été distingué voilà, cette année. Et cette conférence est vraiment extraordinaire parce que elle fait vraiment la liaison entre la géologie, l'évolution de la Pangée, de la cinématique, du moment cinétique de la Terre et l'évolution de la distance Terre-Lune et du rythme des marées, comme on peut le retrouver dans des voilà, dans des strates fossilisées. Vraiment une superbe conférence. Si vous n'étiez pas là, franchement, elle vaut le coup et elle est vraiment remarquable et très nette avancée sur la compréhension du système Terre-Lune. Alors notre programme là pour ces prochains mois, donc le 16 octobre, on va recevoir Daniel Kunt. L'univers est-il écologique? Donc Daniel est un collègue bien sûr d'Alain Ruaziello, donc on verra ce qu'il va nous dire. Valérie Lenné va venir le mercredi 13 novembre. Valérie devient d'ailleurs le directeur adjoint d'une nouvelle entité là qui est créée à l'Observatoire de Paris et qui va associer le CIRT, comment dire, l'horloge parlante en 2 mots, avec l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides. Il va nous parler des lunes de Saturne et en particulier de la découverte qu'il a réalisée avec son équipe, une publication remarquable avec la découverte d'un nouvel océan dans Mimas, hein, une des lunes de Saturne, de manière assez surprenante. Et il va voilà nous expliquer voilà les résultats de ses recherches. Et on pourra sans doute reparler de Saturne parce que vous savez l'année prochaine on va vivre un événement qui se déroule tous les 15 ans et vraiment je vous invite à l'observer. Nous allons passer dans le plan des anneaux de Saturne. C'est vraiment un régime remarquable. À la limite, les anneaux peuvent dans certaines situations disparaître et nous permettre d'accéder aux petits satellites de Saturne. Donc si vous avez un instrument, suivez Saturne. Là, elle redevient favorable le soir et ça va être un superbe ballet cosmique là, de repasser dans le plan des anneaux et alternativement en contre-jour ou en plein jour avec le soleil.
Et on terminera l'année avec Roland Lehoucq. On avait commencé l'année avec Roland, également au mois de janvier. Et cette fois-ci, il va nous parler d'antimatière entre fiction et réalité. Voilà, donc il faudra être au taquet là pour réserver vos places parce que, comme vous le savez, l'amphithéâtre est facilement rempli. Également, on a un aléa cette année. Voilà, de l'amphithéâtre du CNAM dans lequel va se dérouler la conférence. Voilà, cet amphithéâtre peut être réservé pour d'autres événements réalisés par le CNAM et on ne sait que 2-3 jours à l'avance si l'amphithéâtre Grégoire est disponible, mais à défaut, on se replie voilà, dans un autre amphithéâtre du CNAM, mais qui peut nous contraindre pour la diffusion en particulier sur YouTube. Voilà, quelques prochains rendez-vous en septembre, donc le 20-21 septembre, nous avons les journées du patrimoine. C'est l'occasion de pas mal de manifestations à travers la France et en particulier associées aux observatoires, aux centres de recherche, au patrimoine, à la mémoire de l'astronomie, à notre patrimoine astronomique. Et donc en particulier, vous avez l'observatoire de Juvisy qui fera pendant ces 2 jours voilà une opération porte ouverte. Donc vous pouvez vous inscrire en ligne. Moi-même, je ferai une conférence à Chaudon au sujet de Laurent Casgrain, qui était prêtre et qui, à l'époque de Newton, a inventé le télescope de Casgrain. Et je fais ça à Chaudon, dans la commune où Laurent Casgrain était prêtre et a terminé sa vie. Le 26-29 septembre, nous avons à Meudon le festival Stars Up, donc différentes manifestations avec des laboratoires, des écoles, des entités privées. Donc sur le site de Meudon. En octobre, nous avons les rencontres astronomiques en Berry. Le 5-13 octobre, la fête de la science, donc là aussi beaucoup de manifestations liées à l'astronomie et dans les observatoires. On aura le salon de la photo à la Grande Halle de la Villette du 10 au 13 octobre. Et puis le 12-13 octobre, nous organisons la réunion de la commission des étoiles doubles. Si vous n'êtes pas encore membre de la SAF, voilà une bonne idée pour rejoindre la SAF, pour pouvoir participer à cette réunion de la commission qui va se dérouler de manière exceptionnelle à l'Observatoire de Haute-Provence et puis ce sera retransmis sur Zoom. Voilà, le 26 octobre, on a la réunion de la commission cosmologie où on va accueillir Laura Bernard, que vous connaissez, qui a été distinguée l'an dernier par le prix du jeune chercheur, du meilleur jeune chercheur de la SF2A. Et elle nous parlera des ondes gravitationnelles, un nouveau regard sur l'univers. Le Collège de France reprend voilà, sans attendre, comme l'an dernier, dès le 23 octobre, et Alessandro Morbidelli engage son 2e cycle, donc cette fois-ci sur l'origine et l'évolution du système solaire externe. Voilà, donc vous avez tout le calendrier, ça va être à peu près tous les mercredis de 16h45 à 18h45, sa leçon, et puis un séminaire ensuite avec l'invitation d'un chercheur. Je vous invite vraiment, si vous ne l'avez pas vu, à voir sa leçon inaugurale de l'an dernier qui même, voilà, pour moi c'est une révélation de la compréhension de notre système solaire et pourquoi il est peut-être relativement unique. Mais je vous en dis pas plus, allez voir la leçon, c'est 50 minutes et c'est vraiment une révélation et un résultat du modèle de Nice. Voilà, les conférences de l'IAP, on ne peut pas faire autrement que d'en parler parce qu'on est sous surveillance. Voilà, nos amis de l'IAP, tous les premiers mardis du mois, réalisent des conférences. Donc la semaine dernière, on avait Éric Lagadec, qui est un grand spécialiste des poussières autour des étoiles, nous a fait une présentation « Nous sommes des poussières d'étoiles ». La prochaine, donc le mardi 1er octobre, Jean-Charles Cuyandre. Donc on n'a pas le nom, mais j'imagine que ce sera sur Euclide. Voilà, sans doute les premiers résultats d'Euclide, on peut s'attendre à ça.
Voilà, Alain Le Cavelier enchaînera ensuite avec les exocomètes. Et puis à la fin de l'année, on aura Paola Di Matteo du GEPI qui fera une conférence. Donc voilà, vous pouvez vous inscrire pour être présent pour le mardi 1er octobre. Ça se remplit rapidement parce que l'amphithéâtre est relativement réduit en capacité. Mais sinon, c'est toujours bien sûr retransmis en direct sur YouTube. Voilà, les cours de la SAF reprennent. Je reprends demain soir avec mon premier cours du deuxième cycle où on va parler du corps noir et des représentations spectrales dans ce cycle de cours sur la photométrie en astronomie. Voilà, et puis donc à peu près un jeudi par mois, je vais faire un cours cette année. Voilà, notre ami Daniel Brio également enchaîne la semaine prochaine aussi le jeudi. Et cette année, son cycle de cours portera sur les grandes étapes principales de l'astronomie. En janvier, Jacques Frick va nous faire 4 cours sur l'assistance gravitationnelle, sur les fusées, le formalisme de Newman-Penrose et comment l'existence d'une vitesse limite en relativité détruit les concepts de temps et d'espace. Donc voilà, Jacques fait toujours des cours de mathématiques en liaison avec la cosmologie, mais pas que. Et voilà, ce sera cette année. Et voilà. Et Stéphane Mialovic, qui faisait un cours tous les 15 jours, change de rythme parce qu'il n'habite plus Paris. Il va nous faire 5 cours de 2 heures, vous avez les dates ici, sur le modèle de formation d'une étoile. Donc ce sont des cours de mathématiques et cette année autour du thème de la modélisation de la formation d'une étoile. Donc la prochaine fois, nous recevons Daniel Kunt. Voilà, donc à partir de demain, vous pourrez réserver votre place. Et ce soir, donc, j'ai le plaisir d'accueillir Alain Riveas-Vello, que j'ai croisé dans la cour de l'Institut d'astrophysique de Paris en mai dernier avec François Sèvres. Et Alain est chercheur, alors avec d'abord un parcours à l'Université de Genève, en physique théorique, 1 an, mais voilà. Ensuite au commissariat à l'énergie atomique, et vous êtes donc astrophysicien à l'Institut d'astrophysique de Paris. Et donc l'actualité des trous noirs a été dense effectivement ces derniers mois, ces dernières années, et on a hâte de vous écouter. Je vous remercie de votre attention et on bascule sur la présentation et on applaudit Alain. Voilà, et je comprends qu'Alain est venu avec des livres, donc bien sûr, dédicace à la fin, si vous le souhaitez. Alors, c'est bon. Voilà, donc je vais commencer par une présentation classique, et puis en fonction du temps qui me restera, je ne sais pas combien de temps j'ai le droit de parler, je vous parlerai un peu de cette animation que je fais tourner avant les conférences. Voilà, si vous voulez jouer à je suis Matthew McConaughey ou Anne Hathaway dans le film Interstellar, voilà le genre de choses que je verrai, mais ça j'en parlerai pas tout de suite, je vous parlerai des choses sérieuses on va dire, et les choses ludiques viendront après. Alors, hop. Alors les trous noirs c'est des objets à la fois simples et complexes. Simple parce que le concept de trou noir, en fait, on aurait pu le trouver du temps de Newton. Alors, on l'a pas trouvé du temps de Newton, on l'a pas trouvé au XVIIe siècle, on l'a trouvé au XVIIIe siècle. Pour comprendre ce qu'est un trou noir, il faut avoir en tête le concept de vitesse de libération. Vous savez que quand vous jetez un caillou en l'air, il retombe uniquement si vous le jetez pas assez fort, et si vous le jetez suffisamment fort, s'il a une vitesse et donc une énergie cinétique suffisante, il peut s'échapper de l'attraction terrestre et ne pas retomber. Donc le concept de vitesse de libération ou vitesse d'évasion, c'est pareil. C'était connu du temps de Newton. Ça a cette formule-là, qui n'est pas très compliquée. Bon, de temps en temps, j'ai mis des formules. Je me suis dit que auprès des gens de la SAF, ça passerait. Et donc cette vitesse, vous la connaissez, c'est 11,2 km par seconde. Donc c'est la vitesse que vous devez avoir pour quitter la Terre, par exemple, pour aller vers la Lune. Et c'est la vitesse minimale à laquelle une météorite qui arrive sur Terre se crache, puisqu'elle aura été accélérée par le champ de gravité terrestre. Donc ça ne dépend que de 2 choses, c'est la masse et le rayon de la Terre.
Et ce concept, vous pouvez le généraliser à n'importe quel objet. Donc, ce qui intervient dans la vitesse de libération, c'est le rapport masse sur rayon de l'objet considéré. Donc, pour le Soleil, le Soleil, il est plus gros, mais il est surtout beaucoup plus massif. Donc, le rapport masse sur rayon est plus grand. Et donc, la vitesse de libération est plus grande, c'est 600 km par seconde. Donc, si vous pouviez survivre et flotter à la surface du Soleil, il vous faudrait décoller à 600 km par seconde pour vous échapper du Soleil, ce qu'on ne sait pas faire. Donc, il est heureux que nous ne vivions pas à la surface d'un astre aussi gros que le Soleil. Et donc, à la fin du XVIIIe siècle, deux chercheurs, indépendamment l'un de l'autre, donc Laplace en France et John Mitchell en Angleterre, se posent la même question. On sait que la vitesse se déplace à une vitesse grande mais finie, qui n'est pas forcément bien connue à l'époque. On se doute que c'est aux alentours de 300 000 km par seconde, mais il n'y a pas encore de détermination très précise. Ils se demandent qu'est-ce qui se passe si un objet a une vitesse de libération supérieure ou égale à la vitesse de la lumière. Peut-être que la lumière ne s'en échappe pas, et donc peut-être que cet objet est invisible. Donc ils n'ont pas les idées très claires, mais Laplace se fait une application numérique qui dit est-ce qu'on est sûr que le Soleil n'empêche pas la lumière de s'échapper ? Réponse non. La vitesse de la libération à la surface du Soleil est dans son ordre de grandeur connu. On sait que ce n'est que quelques centaines de kilomètres par seconde. Et Laplace calcule que si on considère un objet de la masse du Soleil, il faut évidemment réduire son rayon pour qu'il emprisonne la lumière. Il faut le réduire d'un facteur 200 000. Il faut faire passer le rayon de 600 et quelques milliers de kilomètres à 3 kilomètres. Et donc le Soleil est loin d'être un objet qui emprisonne sa lumière. Évidemment, si vous réduisez la taille du Soleil d'un facteur 200 000, vous réduisez son volume d'un facteur 200 000 au cube. Et donc la densité de cet objet est monstrueuse, ça se compte en milliards de tonnes par centimètre cube. Donc ça veut dire que vous mettez 1 million de tours Eiffel dans un dé à coudre, pour vous donner une idée concrète. Donc évidemment, de tels objets sont bizarres. Alors Laplace fait un raisonnement un peu différent. Est-ce qu'on peut changer autre chose que le rayon d'un objet à masse constante ? Il dit, je garde une densité constante et je regarde quelle est la taille d'un objet de densité donnée pour qu'il emprisonne la lumière. Donc il prend un objet qui a la densité de la Terre, 5 grammes par centimètre cube, et il se rend compte qu'un objet de cette densité-là serait un trou noir s'il était beaucoup plus gros et donc beaucoup plus massif que la Terre. Il trouve un rayon de 70 millions de kilomètres. Donc un objet qui aurait une taille égale à la taille de l'orbite de la Terre et la même densité que la Terre serait peut-être susceptible d'emprisonner la lumière, mais évidemment ce serait un objet extrêmement massif de 60 millions de masses solaires. Donc que ce soit en termes de densité ou de masse totale, un objet qui emprisonne la lumière a des propriétés absolument délirantes par rapport aux standards astronomiques connus de l'époque. Donc la question de l'existence des trous noirs est une question purement académique. Qu'est-ce qui se passe si un objet a une configuration qui emprisonne la lumière ? On n'en sait rien, mais on s'en fiche parce que rien n'indique que c'est susceptible d'arriver. Et donc la situation change, comme vous le savez, quand on va commencer à découvrir des astres compacts. Alors un des premiers qui va être découvert, il est sur l'image. Alors il y a deux objets sur l'image. Celui qui nous intéresse, c'est celui-là, c'est pas celui-ci. Donc celui-ci, vous le connaissez tous, vous l'avez tous vu à l'œil nu, c'est Sirius. Et Sirius, comme n'importe quelle étoile, se déplace sur le ciel dans un mouvement qui d'habitude, on pourrait s'attendre qu'il soit rectiligne, uniforme, puisque à l'échelle humaine, les mouvements des étoiles dans la galaxie peuvent être approximés par des lignes droites. Sirius ne se déplace pas en ligne droite, Sirius fait des petites vaguelettes. Et donc on devine que Sirius n'est en fait qu'une des deux composantes d'un système. Le centre de gravité du système se déplace suivant un mouvement rectiligne uniforme, et l'objet que l'on voit du système, à ce mouvement-là, se superpose son mouvement de rotation autour du centre de gravité du système, d'où ces petites vaguelettes. Et donc après beaucoup de recherches difficiles, on finit par trouver cet objet-là, qu'on va appeler Sirius B. Donc cet objet-là, il est très peu lumineux. Effectivement, on avait du mal à le voir, donc ça n'est pas une surprise qu'il soit très peu lumineux. Il est très peu lumineux, mais il est très massif, puisqu'il perturbe le mouvement d'une étoile. Donc il a une masse stellaire. Et quand on va mesurer la température de surface de cet objet, alors l'idée c'était de se dire, c'est un objet qui est très froid, donc il ne brille pas juste parce qu'il est froid. Et quand on mesure la température de surface de cet objet, on a une énorme surprise, c'est qu'on se rend compte qu'il est très chaud. Il est beaucoup plus chaud que son étoile que l'on connaît depuis longtemps. Or, à surface égale, plus un objet est chaud, plus il est brillant.
Donc pour que cet objet soit à la fois beaucoup plus chaud et beaucoup moins brillant, il faut qu'il soit beaucoup plus petit. Donc c'est un objet de masse stellaire, mais de taille planétaire. Donc vous mettez la masse du Soleil dans le volume de la Terre, pour fixer les idées, c'est pas exactement ce qu'on a là, mais en ordre de grandeur c'est ça, vous avez un objet qui a une densité de 1 tonne par centimètre cube. Voilà, donc votre voiture dans un dé à coudre. Donc dès que ceci est détecté et est identifié, le chercheur qui s'appelle EPIC, qui détecte ça, dit « ce n'est pas possible », alors même qu'il vient de prouver que cet objet existe. Donc ces objets vont être appelés des naines blanches, naines parce que petits et blanches parce que très chauds. Objet de masse stellaire de taille planétaire, vous faites le calcul, la vitesse de libération c'est de l'ordre de 6000 km par seconde. Donc c'est 10 fois plus élevé que le Soleil, c'est 100 fois plus petit que le Soleil à masse égale, donc c'est 10 fois plus élevé en termes de vitesse de libération. 6000 c'est beaucoup, mais ça ne fait que 2% de la vitesse de la lumière, donc pas encore d'inquiétude. Et puis une quinzaine d'années plus tard, on va soupçonner l'existence, puis quelques décennies plus tard, prouver l'existence d'objets beaucoup plus extrêmes qu'on appelle des étoiles à neutrons ou des pulsars, c'est la même chose, comme vous le savez sans doute. Donc ces objets, pour une raison un peu subtile, ils ont une masse relativement fixée à 1,4 fois la masse du Soleil et ils ont un rayon de l'ordre de 10 km. Alors pourquoi ils ont un rayon de 10 km? En fait, ces objets sont essentiellement des boules de neutrons. Donc les neutrons sont au contact, exactement comme ils sont au contact dans un noyau atomique, donc une sorte de noyau atomique géant. On connaît à peu près la taille des noyaux atomiques, donc on connaît la densité d'un noyau atomique, et la densité d'un noyau atomique, ça se compte en centaines de millions de tonnes par centimètre cube. Sauf que pour un noyau atomique, comme c'est un objet très petit, c'est un objet très peu massif, mais un noyau atomique de la taille d'une grande ville, évidemment, c'est très massif. Et à la surface de ces objets, la vitesse de libération, c'est 200 000 km par seconde, donc 2/3 de la vitesse de la lumière. Donc dès les années 30, on se rend compte qu'il existe probablement, l'existence des étoiles à neutrons n'est pas tout à fait prouvée dans les années 30, mais elle est fortement suspectée à raison. On se rend compte qu'il existe des objets, la nature est capable d'engendrer des objets qui ont des propriétés assez proches de celles d'objets susceptibles d'emprisonner la lumière. Donc le concept de trou noir prend chair peu à peu à ce moment-là. Et toute la difficulté, c'est de se franchir cette dernière étape et prouver, se convaincre que les trous noirs existent. Alors je ne vais pas vous faire l'historique, je vais juste vous présenter quelques étapes pour vous convaincre que les trous noirs existent. Les trous noirs, comme vous savez, sont issus de l'évolution d'étoiles, donc il faut comprendre ce qu'est une étoile, donc comprendre que les étoiles sont des objets essentiellement semblables au Soleil, donc ça on comprend ça au milieu du 19e siècle, quand on arrive à mesurer la distance des étoiles. On se rend compte que l'écart de luminosité énorme entre les étoiles et le Soleil est juste dû au différentiel de distance. Donc ça, c'est milieu du 19e siècle. Ensuite, il faut cesser de faire de l'astronomie pour faire de l'astrophysique, c'est se demander, mais c'est quoi une étoile? C'est quoi le Soleil? Est-ce que je peux dire quelque chose sur le profil de densité, de température, de pression du Soleil? Donc ça, c'est les travaux essentiellement initiés du temps d'Eddington dans les années 20. À l'époque, il y a une chose qu'on ne sait pas, c'est la source d'énergie des étoiles. Vous pouvez réfléchir à quelle est la température centrale du Soleil sans avoir identifié que ce sont des réactions nucléaires qui font briller le Soleil. Donc l'identification du type de réaction nucléaire qu'il y a dans le Soleil, c'est à la toute fin des années 30, 1938, la transformation de l'hydrogène en hélium, c'est à ce moment-là. Et donc une fois que vous avez compris essentiellement ce qu'est une étoile, c'est un énorme réacteur nucléaire qui fonctionne à un rythme assez lent, en gros, vous allez faire de l'évolution stellaire, c'est-à-dire vous allez voir comment une étoile évolue en fonction de tel ou tel paramètre, notamment sa masse. Donc ça, c'est les années 60. Et une fois que vous avez tout ça, vous commencez à soupçonner que certaines étoiles, pour une raison que je vais expliquer plus tard, peuvent donner naissance à des trous noirs. Et une fois que vous avez ça, en fait, vous revenez à la question initiale, que se passe-t-il quand un objet a une vitesse de libération supérieure ou égale à la vitesse de lumière? Je vous dis, la vitesse de libération, c'est je prends un caillou, c'est-à-dire un objet matériel, je le lance et il retombe. Mais en fait, la lumière, c'est pas un caillou, c'est pas un objet matériel. Donc comment la lumière interagit exactement avec un champ de gravité, c'est une question qu'il faut commencer à se poser. Et avec les lois de Newton, qui permettent de conceptualiser l'idée de vitesse de libération, en fait, vous ne pouvez rien dire sur la façon dont la lumière interagit avec un champ de gravité. Pour
aborder ce problème, il vous faut changer les lois de la gravitation, il faut utiliser celles trouvées par Einstein, la relativité générale. Et en fait, au moment où Einstein découvre les lois de la relativité générale, on a tous les outils pour décrire les trous noirs, mais en fait, on ne comprend pas bien ce qui se passe. On ne comprend pas bien ce qui se passe essentiellement parce qu'il n'y a pas de nécessité de comprendre ça, si vous voulez. Il n'y a pas de nécessité d'étudier les trous noirs dans le détail puisqu'on n'est même pas sûr qu'ils existent. Et dans les années 60, on se rend compte que bah oui, là quand même, il faudrait bien être sûr qu'on comprend bien la relativité générale. Et donc on va mieux décrire ce qu'est un trou noir à ce moment-là. Et une fois que vous avez tout ce cadre théorique, bah, il vous faut confirmer ça par des observations. Et ça, c'est la partie la plus compliquée, parce que les trous noirs sont des objets discrets. La formation des trous noirs, c'est un phénomène rare, et donc les observations décisives, elles s'étalent en fait sur quasiment 1000 ans, puisqu'on a dû, dans cette histoire, exhumer des très vieilles observations d'astronomes et astrologues chinois du XIe siècle, d'où le 1054 que j'ai indiqué là, qui, je pense, pour certains d'entre vous, résonne comme une date connue, jusqu'à l'époque récente, c'est-à-dire il y a quelques années. Alors, je ne vais pas vous raconter toute cette histoire, je vais vous dire ce qu'on sait aujourd'hui sur les trous noirs. On sait qu'il y a deux types de trous noirs. Il y a ceux dont j'ai parlé, les trous noirs dits stellaires, car de masse comparable à celle d'une étoile, et dont l'origine est celle d'une étoile. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on comprend très bien leur mode de formation, on comprend bien leur mode de formation, je dirais, il y a quelques inconnus, mais en gros, on comprend l'idée générale. On ne sait pas combien il y en a par contre, parce qu'un trou noir c'est un objet qui par définition n'émet pas de lumière, et donc c'est un objet d'une grande discrétion. Donc compter les étoiles de notre galaxie c'est facile, compter les trous noirs c'est extrêmement difficile. Donc on estime qu'il y en a au minimum quelques dizaines de millions dans notre galaxie, ce qui est à la fois peu et beaucoup. Dans notre galaxie il y a des centaines de milliards d'étoiles, donc s'il y a quelques dizaines de millions de trous noirs dans la galaxie, il y a un trou noir pour 10 000 étoiles, c'est peu, mais par la force du nombre ça fait quand même des dizaines de millions. Comme on connaît peu ces objets, on connaît peu leur distribution en masse. D'un point de vue théorique, un trou noir stellaire, ça commence à 3 fois la masse du Soleil jusqu'à quelques dizaines. D'un point de vue observationnel, c'est plutôt 5 fois la masse du Soleil. Est-ce que c'est un effet de sélection? Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas facile de former des petits trous noirs? On ne sait pas trop. Et puis en plus de ça, il y a, comme vous savez, les trous noirs supermassifs. Les trous noirs supermassifs, c'est presque l'opposé dans tous les paramètres. Il y en a très peu, un seul par galaxie, inévitablement au centre. Beaucoup plus massif, en millions voire en milliards de masses solaires, et dont le mode de formation n'est pas bien connu. On n'a pas d'indication explicite que les trous noirs supermassifs sont des petits trous noirs qui auraient beaucoup grossi en engloutissant de la matière, donc c'est un mystère non résolu aujourd'hui de l'origine de ces trous noirs. On a plein de scénarios, évidemment, quand on vous dit qu'on ne sait pas, ça ne veut pas dire qu'on n'a aucune idée de la réponse. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs idées sur la formation de ces trous noirs, mais aucune n'est parfaitement convaincante, et donc du coup, on ne sait pas laquelle de nos idées est la bonne, ni si, en fait, il faut la remplacer par autre chose. Voilà. Alors, il y a deux autres populations de trous noirs encore moins bien connues. Il y a les trous noirs dits intermédiaires, donc intermédiaires en termes de masse. Donc plus gros, plus massifs que les trous noirs stellaires, plus petits, moins massifs que les trous noirs supermassifs. On connaît très peu ces objets parce que moins les trous noirs supermassifs sont massifs, plus ils sont discrets. Donc on retombe dans le problème de détection. On ne sait pas si les petites galaxies hébergent un petit trou noir supermassif en leur centre. Et donc en gros, on ne sait pas où chercher ces objets et donc comment les trouver. Donc on en connaît quelques-uns, mais on sait relativement peu de choses sur eux et sur leur mode de formation. Est-ce que c'est un trou noir supermassif un peu avorté? Est-ce que c'est un trou noir stellaire qui a beaucoup grossi? On ne sait pas. Et puis il y a une dernière population de trous noirs qui, elle, est hypothétique. On appelle ça les trous noirs primordiaux. Pourquoi primordiaux? Je vous ai dit, si je veux transformer le Soleil en trou noir, il faut que je comprime jusqu'à atteindre des milliards de tonnes par centimètre cube. Si je voulais transformer la Terre en trou noir, il faudrait que je mette la Terre dans une bille de 2 cm de diamètre. Donc les 6 fois 10 puissance 21 tonnes de la Terre là-dedans. Donc plus le trou noir est petit, plus la densité à laquelle vous devez comprimer la matière pour former un trou noir est grande. Raison pour laquelle on ne pense pas qu'il y a de petits trous noirs dans l'univers, parce qu'on ne voit pas quel processus physique pourrait fabriquer des petits trous noirs. Sauf qu'il y a une époque de l'histoire de l'univers où il y a eu des densités arbitrairement grandes, c'est pendant le Big Bang. Et donc des gens ont émis l'hypothèse que peut-être pendant le Big Bang, la distribution de matière est suffisamment inhomogène pour que des petits trous noirs se forment. Donc on appelle ça des trous noirs primordiaux.
Et on ne sait rien de ces trous noirs primordiaux, on ne sait pas s'ils existent, on ne sait quasiment pas comment les détecter, etc., etc. Donc, si jamais on arrive à les détecter, on apprendra des choses sur le Big Bang, mais on n'a aucune raison de penser que la nature a été capable d'en former. Donc les gens ne parient pas sur l'existence de ces objets, mais ils adoreraient perdre ce pari, si vous voulez. Voilà. A priori, ça n'existe pas, mais si ça existe, ça serait génial. Voilà. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Alors, je vais vous faire en 2 images l'évolution des étoiles que vous connaissez. Hein. Une étoile, c'est quoi? C'est un nuage de gaz qui se contracte. Et une étoile, c'est un état stationnaire dans ce processus de contraction, mais qui est un état temporel, c'est-à-dire que une étoile n'est pas éternelle, et donc, à l'issue de la mort de l'étoile, le processus de contraction se poursuit. Donc, que se passe-t-il? Vous portez d'un gros nuage de gaz qui peut faire une année-lumière de côté, il se comprime sous l'effet de la gravité, en se comprimant, il s'échauffe. Et s'il y a suffisamment de masse, l'échauffement central est suffisamment important, la température atteint quelques millions de degrés, et avec quelques millions de degrés, vous initiez un cycle de réaction nucléaire. Donc, une étoile, c'est juste l'allumage, si vous voulez, d'une étoile par des réactions nucléaires, c'est juste la chaleur dégagée par la contraction gravitationnelle. Et à ce moment-là, les réactions nucléaires produisent de la chaleur, donc on a une source de pression supplémentaire qui est susceptible de contrer l'effet de l'effondrement dû à la gravité. Et donc l'étoile se stabilise dans un état, va éventuellement passer dans plusieurs phases, mais ne va pas continuer sa contraction tant qu'il y a des réactions nucléaires. Sauf que les réactions nucléaires n'existent que parce que vous avez des réactions nucléaires et donc du combustible nucléaire, vous n'avez pas une quantité infinie de matière dans l'étoile, donc au bout d'un moment, l'étoile, pour des tas de raisons, va être à court de combustible nucléaire, donc l'étoile va s'éteindre au sens nucléaire du terme, et le processus de contraction va se poursuivre. Et donc ça vous dit immédiatement que les cadavres stellaires, ce qui reste d'une étoile une fois qu'elle a cessé de produire des réactions nucléaires, est toujours plus petit et donc plus compact que l'étoile qui lui a donné naissance. Donc ce qui va nous intéresser, c'est à quel point les cadavres stellaires sont des objets compacts susceptibles d'être des trous noirs. Donc l'évolution des étoiles dépend de leur masse. En fait, si vous n'avez pas assez de masse au départ, vous n'avez pas d'étoile. Vous avez ce qu'on va appeler une naine brune. Une naine brune, c'est un objet qui fait moins de 8% de la masse du Soleil, qui va s'échauffer notablement lors de la contraction. La température centrale peut dépasser plusieurs centaines de milliers de degrés. À quelques centaines de milliers de degrés, vous avez quelques réactions nucléaires transitoires. Par exemple, le lithium qui a issu du Big Bang va se dégrader. Donc ça va produire un peu de chaleur, mais il y a très peu de lithium dans l'univers. Donc voilà, vous avez quelques éléments susceptibles d'alimenter très transitoirement des réactions nucléaires, mais vous n'avez pas le gros de la matière qui va réagir. Donc cet objet va continuer sa contraction jusqu'à se stabiliser dans un état qui est en gros une grosse planète. On appelle ça des naines brunes. Les naines brunes sont des objets assez discrets parce que en surface, ils ne sont pas très chauds à leur formation et avec le temps, ils se refroidissent. Les naines brunes sont très nombreuses dans l'univers, hein, mais c'est des objets qu'on a du mal à voir. Il n'y a aucune naine brune qui est visible à l'œil nu. D'ailleurs, Proxima du Centaure, qui est beaucoup plus brillant qu'une naine brune, puisque c'est une étoile, n'est même pas visible à l'œil nu. Les étoiles de faible masse ou les naines brunes sont invisibles à l'œil nu. Alors, à partir de 8% de la masse du Soleil et jusqu'à 50% de la masse du Soleil, vous avez une étoile classique qu'on va appeler une naine rouge, parce que les étoiles brillent du fait des réactions nucléaires, mais le rythme des réactions nucléaires décroît quand la masse décroît. Donc les étoiles de faible masse brûlent leur combustible nucléaire avec beaucoup de parcimonie, au point en fait qu'aucune de ces naines rouges n'a fini sa vie. Les naines rouges les plus massives, qui sont celles qui vont vivre le moins longtemps, elles ont une espérance de vie qui est de l'ordre de 50 milliards d'années. Je ne suis pas spécialiste d'évolution stellaire, donc si des gens me disent que c'est 45 ou 60 milliards, je suis d'accord, mais en tout cas c'est beaucoup plus que l'âge de l'univers. Donc aucune naine rouge n'a fini de briller, mais quand elle finira sa vie, elle va continuer à se contracter et se stabiliser dans un état plus compact. Donc au lieu d'avoir la taille de Jupiter, en gros, elle aura la taille de la Terre. Donc ça ne nous intéresse toujours pas. Une étoile de type solaire, c'est un peu plus intéressant parce qu'une étoile de type solaire, elle va avoir plusieurs étapes dans sa vie. Donc aujourd'hui, le Soleil brûle, convertit de l'hydrogène en hélium dans son cœur. Il n'y a pas de brassage de matière au cœur du Soleil. Donc le cœur s'appauvrit
en hydrogène. Et au bout d'un moment, le cœur sera totalement dépourvu d'hydrogène, et donc la combustion d'hydrogène en hélium va se poursuivre, mais en périphérie. Et quand elle se produit en périphérie, vous avez de moins en moins de matière entre le lieu de la combustion nucléaire et le bord, puisque ça ne se fait pas au cœur. Et ça provoque une une facilité de plus en plus grande pour évacuer l'énergie des réactions nucléaires. Donc une étoile comme le Soleil, à mesure que le temps passe, elle est de plus en plus brillante parce qu'il y a un emballement progressif des réactions nucléaires. Et donc, comme vous le savez, le Soleil va devenir ce qu'on appelle une géante rouge. Il va multiplier sa taille par 250, ce qui pour la Terre est une très mauvaise nouvelle, puisque la distance Terre-Soleil, c'est 230 fois le rayon du Soleil. Donc on aura un problème d'ici là. Peu importe. Quand le Soleil devient très gros, il a du mal à retenir ces couches périphériques qui sont très très loin du centre, et donc les géantes rouges perdent de la masse par bouffées successives et forment ce qu'on appelle des nébuleuses planétaires. Donc une nébuleuse planétaire, c'est pas du tout un système planétaire en formation. C'est une étoile en fin de vie qui perd une quantité significative de sa masse. Le Soleil perdra 40% de sa masse en fin de vie. Et pendant un temps assez bref, il brille très fort en perdant de la masse, donc la masse expulsée devient visible parce qu'elle est encore éclairée par l'étoile. Donc une nébuleuse planétaire, c'est un moment très transitoire, c'est le moment où l'étoile brille suffisamment tout en perdant beaucoup de masse. Quand l'éclat de l'étoile va baisser, évidemment, la nébuleuse planétaire va disparaître, non pas parce qu'elle n'est plus là, mais parce qu'elle ne brille plus. Et puis le cœur de l'étoile, qui lui ne sera pas dissipé, va se transformer en une naine blanche. Donc une naine blanche, je vous l'ai dit, objet de masse stellaire, ou de fraction de la masse du Soleil pour notre étoile, taille de la Terre ou de la Lune éventuellement, mais ça ne fait pas une vitesse de libération très élevée. Pour avoir des objets plus compacts, il faut avoir des étoiles plus massives. Donc les étoiles de type solaire, c'est entre la moitié de la masse du Soleil et 8 fois la masse du Soleil, en gros. Toutes ces étoiles connaissent cette issue-là, en perdant des quantités plus ou moins importantes de masse. À partir de 8 fois la masse du Soleil, il se passe quelque chose de très différent. Parce que comme l'étoile est très massive, le cœur est très chaud. Plus vous avez de masse qui appuie sur le cœur, plus le cœur est comprimé et plus donc ça permet aux réactions nucléaires de se faire à un rythme élevé et donc à l'étoile d'être très chaude. Ces étoiles très massives, non seulement vont convertir de l'hydrogène en hélium comme le fait le Soleil, convertissent ensuite de l'hélium en carbone comme le fera le Soleil dans 7 milliards d'années, mais ça continue, le carbone se transforme en néon qui ensuite va fabriquer du magnésium, puis du silicium, puis du fer. Et puis le problème, c'est que le fer, c'est la cendre nucléaire ultime, c'est-à-dire que vous pouvez produire de l'énergie en fusionnant des noyaux plus petits que le fer, vous pouvez produire de l'énergie en cassant des noyaux plus gros, c'est ce que font les centrales, les armes nucléaires, mais vous ne pouvez pas libérer de l'énergie avec du fer. Donc ces étoiles massives ont un cœur de fer qui est inerte, exactement comme est une naine blanche, c'est-à-dire une étoile qui a fini sa vie. Sauf qu'une naine blanche de type solaire, en gros, c'est un mélange d'hélium et de carbone. Le cœur d'une étoile massive, c'est du fer. Et donc ce cœur de fer, il grossit, puisque une fois que le cœur est formé, en périphérie de ce cœur, le silicium se transforme en fer, et puis un peu plus loin, l'oxygène se transforme en silicium. Donc vous avez un cœur de fer qui grossit comme si une naine blanche grossissait. Or les calculs vous indiquent que la stabilité d'une naine blanche n'est assurée que si elle ne fait pas plus que 1,4 fois la masse du Soleil. Au-delà de 1,4 fois la masse du Soleil, vous vous rendez compte qu'un objet inerte, c'est-à-dire qui n'est pas le siège de réaction nucléaire et qui est composé de noyaux atomiques et d'électrons, un objet ne peut pas exister au-delà de 1,4 fois la masse du Soleil. Donc arrive-t-il au cœur de ces étoiles quand on franchit ce seuil ? La gravité oblige l'objet à se comprimer et force les électrons à fusionner avec les protons des noyaux atomiques. Donc vous avez un mélange dans le cœur de fer de ces étoiles de noyaux de fer et d'électrons. Et puis brutalement, le truc se contracte. C'est vraiment très brutal, ça prend une demi-seconde en gros. En une demi-seconde, vous avez le cœur de fer qui est en gros la masse du Soleil, une fois et demie la masse du Soleil et la taille de la Terre, qui se transforme en quelque chose de très différent, c'est-à-dire une énorme boule de neutrons, qui sont tous au contact les uns des autres. Et là, la taille passe de 10 000 km de diamètre à 10 km de rayon. Donc le cœur de cette étoile massive implose. Les couches externes qui s'appuyaient dessus ne s'appuient plus dessus puisque le truc a rétréci. Donc elle tombe sur la nouvelle configuration du cœur
qui est extrêmement difficile à comprimer, donc ça va rebondir, vous allez avoir un phénomène de rebond, et une onde de choc qui va disloquer l'étoile qui, extérieurement, semble exploser, ce qu'on appelle une supernova. Donc c'est vrai que les couches externes de l'étoile explosent, mais le cœur implose, et c'est l'implosion du cœur qui initie l'explosion. Et donc, que se passe-t-il à l'issue de l'explosion? En gros, le cœur formé lors de l'effondrement va se prendre plusieurs masses solaires dessus qui vont lui tomber à très grande vitesse. Donc, soit il résiste au choc et ça reste cette boule de neutrons, donc une étoile à neutrons. Soit il y a tellement de masse qui tombe dessus que ça le comprime un peu plus. Je vous ai dit, une étoile à neutrons, ça a une masse, ça a une vitesse de libération de 200 000 km par seconde. Donc il n'y a pas besoin de beaucoup comprimer une étoile à neutrons pour la transformer en trou noir. Donc s'il y a suffisamment de masse qui tombe dessus, l'étoile à neutrons se comprime encore et se transforme en trou noir. Alors à partir de quel seuil de masse on passe des étoiles à neutrons et des trous noirs, c'est un problème compliqué, parce que les étoiles massives perdent beaucoup de masse avant d'exploser en supernova, donc ce qui compte, c'est pas la masse initiale de l'étoile, c'est la masse de l'étoile au moment où la supernova se produit, et la quantité de masse perdue par les étoiles n'est pas une fonction monotone de sa masse. Donc il y a certaines étoiles qui perdent beaucoup de masse, et des étoiles encore plus massives qui perdent moins de masse, donc c'est assez compliqué de déterminer. On a tendance à dire, pour simplifier, qu'entre 8 et 15 fois la masse du Soleil en masse initiale de l'étoile, on forme une étoile à neutrons. Au-delà de 15, on forme des trous noirs, mais c'est probablement plus compliqué que ça. Mais en tout cas, ce qui est à peu près certain, c'est que c'est vraiment les étoiles les plus massives qui éventuellement évoluent en trous noirs. Donc pour résumer, la fin des étoiles, dans la majorité des cas, c'est ceci, les étoiles très massives sont très rares. Donc la majorité des étoiles finissent leur vie en nébuleuse planétaire, puis naine blanche. Ce que vous voyez là, c'est pas la naine blanche, c'est l'étoile mourante qui, dans quelques millions d'années, se contractera en une naine blanche. Et puis dans certains cas, c'est une supernova dont vous ne voyez que l'enveloppe en expansion rapide longtemps après qu'elle se soit formée. Alors une supernova, c'est un phénomène très spectaculaire. Alors, il y a très peu de supernovas qu'on a pu étudier dans de bonnes conditions. Étudier une supernova dans de bonnes conditions, c'est voir le avant-après. Et ça, c'est rare parce que les supernovas à l'échelle galactique sont rares. Il y a une supernova dont on connaissait l'étoile avant et dont on a vu l'étoile exploser en supernova. C'était en 1987 dans le Grand Nuage de Magellan. Donc ce cliché date, je crois, de juin 86. Vous voyez individuellement quelques étoiles brillantes du Grand Nuage de Magellan, dont celle-ci, qui est effectivement une des plus brillantes de ce cliché. Enfin, il n'y a rien d'extraordinaire non plus. Et puis, en février 87, voilà où c'en était. Donc, les étoiles les plus massives, qui sont déjà les plus brillantes, deviennent considérablement plus brillantes au moment où elles explosent, tout simplement parce que quand l'étoile explose, elle grossit. L'enveloppe de l'étoile grossit et l'éclat est toujours proportionnel à la surface. Donc, quand l'explosion se produit, vous avez une surface très chaude en expansion rapide, c'est très brillant, puis après, au bout d'un moment, ça se refroidit, et donc la luminosité de la supernova finit par diminuer à mesure que tout ça se dilue dans le milieu interstellaire. Voilà. Donc, combien y a-t-il de supernovas par galaxie? On connaît mal le chiffre, ça dépend des galaxies déjà. Dans notre galaxie, si on prend les anciennes observations de nos lointains prédécesseurs, on a identifié 8 supernovas dans notre galaxie en 2000 ans. Alors, on estime qu'il y en a entre 1 et 2 par siècle. Alors comment ça se fait qu'on en connaisse 8 en 2000 ans alors qu'on s'attend à ce qu'il y en ait entre 20 et 40? Tout simplement parce que, voilà, là vous voyez une galaxie vue de dessus. Une galaxie spirale, ça a des étoiles et du gaz. Et nous qui vivons dans notre galaxie, nous voyons notre galaxie par la tranche. Et donc nous voyons les étoiles, mais à travers tout le gaz contenu dans la galaxie. Et l'opacité de ce gaz fait que nous qui vivons plus ou moins à mi-chemin entre le centre et le bord, donc voilà, si ça c'était la Voie lactée, on vivrait peut-être quelque part par là. Eh bien, la densité de gaz qu'il y a dans notre galaxie fait que même un objet aussi brillant qu'une supernova, vous n'arrivez pas à le voir au-delà de 10 à 15 000 années-lumière. Donc nous ne voyons, parce que nous sommes dans notre galaxie, qu'une petite partie des supernovas qui explosent, précisément parce qu'on est dedans. Si voilà, le Soleil était un peu au-dessus du disque galactique, on les verrait toutes, mais comme on est en plein dedans, ce qui est normal, toutes les étoiles, quasiment toutes les étoiles sont dans le disque galactique, on voit relativement peu de supernovas. Donc en exhumant des très anciennes observations, on a identifié de façon à peu près certaine 8 supernovas. Donc
en 185, 386, 393. Notez les gens très chanceux qui en ont vu 2 en 7 ans. Puis 1006, 1054, 2 en 48 ans. 1181, 1572, 1604, 2 en 32 ans. Et puis 0 depuis. Donc une des premières fois que j'ai fait une conférence sur les trous noirs, c'était à la SAF en 2008. Et donc ici, là, j'avais mis 2010 point d'interrogation. Donc depuis, j'ai mis 2020. Et donc selon toute vraisemblance, un jour, je mettrai 2030. Sauf si on a une bonne surprise. Mais le fait que nous n'ayons pas vu de supernova depuis 400 ans n'augmente pas les chances qu'on en voit une demain. Vous voyez, ce sont des événements totalement indépendants. Donc on va forcément finir par en voir une, mais il n'y a pas plus de chances qu'on en voit dans le siècle prochain du seul fait qu'on n'en a pas vu dans les 4 siècles précédents. Alors de toutes ces supernovas, toutes ne sont pas du type dont je vous ai parlé, hein, toutes ne sont pas des explosions d'étoiles massives. Et celles qui sont des explosions d'étoiles massives, aucune n'a donné naissance à des trous noirs. Donc on n'a jamais vu, avec un léger différé, la formation d'un trou noir. Alors, comment est-on sûr que ça existe? Parce qu'on a quand même observé des supernovas dans d'autres galaxies, et il y a 2 très bons candidats à ça. Il y en a une, c'est donc dans une galaxie proche qui s'appelle M100. Donc, si vous êtes astronome amateur, vous savez que M quelque chose, c'est des objets qu'on voit facilement dans un petit télescope. Donc, je ne sais pas s'il y a eu de supernovas depuis dans cette galaxie, mais il y en a eu une en 1979, et quand on étudie aujourd'hui l'endroit où a eu lieu cette supernova, le type de rayonnement que l'on trouve n'est pas compatible avec le fait que c'est une étoile à neutrons qui s'est formée. Donc par élimination, on en déduit que c'est un trou noir. Et puis il y a une formation de trou noir beaucoup plus convaincante, beaucoup plus récente, dans la galaxie NGC 6946. Donc NGC 6946, c'est une galaxie assez proche de nous, qui est appelée la galaxie du feu d'artifice, parce qu'en 120 ans, il y a eu, je crois, 15 supernovas. C'est une galaxie où il y a un taux de supernova très élevé. C'est une galaxie qui est peu connue parce qu'elle est dans le plan galactique. Et donc finalement, elle n'est pas si facilement étudiable en lumière visible depuis la Terre. Et c'est bien dommage parce que depuis le 21e siècle, je crois qu'il y a eu 5 supernovas dans cette galaxie. Et donc évidemment, comme on sait que cette galaxie contient plein de supernovas, il y a eu une sorte de tentative de faire un relevé de toutes les étoiles massives de cette galaxie pour éventuellement étudier ces étoiles avant qu'elles explosent en supernova. Et en comparant des clichés du télescope spatial pris entre 2007 et 2015, on s'est rendu compte qu'il y a une étoile qui avait disparu. Et cette étoile a disparu non pas parce qu'il y a une supernova, mais cette étoile a disparu tout court. Il n'y a pas eu de supernova. Donc est-il arrivé à cette étoile? Je vous ai dit, d'ordinaire, vous avez le cœur qui s'effondre en une étoile à neutrons, et puis le reste de l'étoile qui tombe sur le cœur, qui rebondit, et ça fait une supernova. Éventuellement, le cœur étant comprimé, il se transforme en trou noir. En fait, il y a une autre issue possible, c'est que le cœur de l'étoile s'effondre en une étoile à neutrons, et il y a tellement de masse qui tombe dessus que ça comprime instantanément le cœur, et ça le transforme en trou noir avant qu'il y ait le rebond. Donc on appelle ça une supernova ratée. Elle est ratée au sens où ça n'explose pas, mais ça a implosé, dans tous les cas. Et donc ceci est considéré comme une très probable supernova ratée, qui s'est immédiatement transformée en trou noir, qui a englouti d'un coup l'étoile. Voilà. Donc on n'est pas certain, mais vous ne pouvez pas faire disparaître comme ça une étoile aussi lumineuse. Donc à nouveau, par élimination, vous êtes obligé de dire, ça c'est forcément un trou noir qui s'est formé. Alors comment sait-on, vu la difficulté à voir les trous noirs se former, que les trous noirs existent? Parce qu'on en détecte parfois, longtemps après leur formation. Donc il y a 2 méthodes pour ça. Pour les trous noirs stellaires, on va espérer que le trou noir fait partie d'un système binaire. Vous savez que à peu près la moitié des étoiles sont célibataires et l'autre moitié vivent en couple ou en groupe de 3 à 4. Je vous ai dit que les étoiles évoluent d'autant plus rapidement qu'elles sont massives. Donc si vous avez un couple étoile normale, étoile massive, l'étoile massive va évoluer éventuellement en trou noir, alors que l'étoile normale est toujours là. Et donc ça va se transformer en un couple étoile normale, trou noir. D'ordinaire, quand le trou noir se forme, le couple se sépare, c'est-à-dire que la violence de l'explosion fait que le couple n'est plus gravitationnellement lié, mais dans certains cas, le couple survit à cette violente secousse. Voilà, c'est comme chez nous.
Et dans ce cas-là, il se peut que si les deux objets sont suffisamment proches, ce qui n'est pas du tout gagné, eh bien, le trou noir, une fois formé, vampirise lentement et sûrement son étoile compagne, notamment si celle-ci grossit quand elle arrive à sa phase de géante rouge. Et donc, vous pouvez avoir une configuration de ce type. Alors ça, c'est pas ce que vous voyez. Hein. Vous ne résolvez jamais les étoiles dans les télescopes. Hein. Ceci est une infime fraction de pixels. Donc vous, la seule chose que vous voyez, c'est la lumière globale de ce pixel. Sauf que ce système, il est forcément variable, parce que l'étoile tourne autour du trou noir, donc l'étoile qui n'est plus très ronde, puisqu'elle est vampirisée, elle a cette forme de goutte d'eau, vous la voyez suivant des angles différents, donc son éclat va varier, rien que du fait que vous faites tourner sur lui-même un objet qui n'est plus sphérique, et donc sa surface projetée sur le ciel varie. La pointe ici est plus loin du centre de l'étoile que ce côté-là, donc cette région-là va être par exemple plus froide que cette région-ci. Donc pareil, quand l'étoile va tourner du fait de la dynamique orbitale, ça va donner lieu à des variations de luminosité. Le disque qui est ici est parfois très chaud, donc des fois le disque est tellement chaud qu'il chauffe l'étoile. Donc cette fois, c'est le côté de l'étoile qui est tourné vers le trou noir qui est plus chaud que... Donc il y a un côté jour littéralement sur l'étoile et un côté nuit. Donc il y a des tas de raisons qui font que cet objet est un objet variable au cours du temps, du simple fait du changement d'angle de vue, du fait de la dynamique orbitale du système. Et ça vous permet parfois, quand les paramètres sont favorables, de déterminer à la fois la masse de l'étoile et celle de l'objet que vous ne voyez pas. Et dans certains cas, vous pouvez démontrer que l'objet que vous ne voyez pas fait plus de 3, 4, même 10 fois la masse du Soleil. Or, dans les objets de masse stellaire qui sont invisibles, vous n'avez que les cadavres stellaires. Les naines blanches, c'est moins de 1,4 fois la masse du Soleil. Les étoiles à neutrons, c'est entre 1,4 et 2,5 ou 3 fois la masse du Soleil. Au-delà de 3 fois la masse du Soleil, c'est forcément un trou noir. Donc si vous arrivez à vous convaincre que l'objet que vous ne voyez pas fait plus de 3, disons 4 fois la masse du Soleil par sécurité, vous savez que vous avez un trou noir. Or, ces systèmes sont extrêmement rares. C'est rare qu'ils soient suffisamment rapprochés pour que l'étoile se fasse suffisamment vampiriser pour qu'on puisse identifier ça comme un trou noir. Donc on ne connaît, parmi les quelques centaines de systèmes de ce type que l'on connaît dans notre galaxie, il n'y en a qu'une trentaine dont on a identifié de façon certaine qu'ils contiennent un trou noir. Donc 30 sur 30 millions, ça veut dire qu'on connaît en gros un trou noir sur 1 million dans notre galaxie, voire 1 sur 10 millions si jamais il y a 300 millions de trous noirs et pas 30 millions. Et puis il y a une autre façon de détecter les trous noirs. Cette fois il s'agit des trous noirs supermassifs. Il suffit de voir les étoiles tourner autour. Donc la région centrale de notre galaxie contient, comme vous le savez, un trou noir supermassif. Et ce trou noir supermassif, quand vous regardez dans la direction où il se trouve, où est-ce qu'il est ma souris ? Voilà. Vous allez voir ceci. Donc ce que je vais vous montrer, c'est alors c'est pas des vraies images. Hein. C'est des images produites par comparaison de clichés qui ont été faits successivement ici entre 92 et 2006. Donc quand vous regardez dans la direction du centre galactique en lumière optique, vous voyez rien à cause de l'absorption des poussières. Quand vous regardez en lumière infrarouge, vous voyez à travers les poussières. Et donc vous faites plein de clichés. D'un cliché à l'autre, vous n'allez garder que ce qui a bougé d'un cliché à l'autre. Et vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui bougent, et tout ce qui bouge, ce sont des étoiles. Et toutes ces étoiles dont vous pouvez mesurer précisément la position se déplacent suivant des trajectoires qui sont compatibles avec le fait qu'elles sont en orbite autour d'une région qui est là où il y a la Croix-Rouge. Et cette région-là, elle ne brille pas spécialement. Donc c'est pas une étoile, et de toute façon sûr que c'est pas une étoile, puisque quand on essaie de déterminer la masse qu'il faut mettre au niveau de cette croix pour expliquer le mouvement des étoiles, on trouve 4 millions de fois la masse du Soleil. Alors l'étoile dont l'orbite est la plus soigneusement suivie, c'est celle-ci. Hein. Voilà, celle-ci. Sa distance d'approche minimale, c'est quelques dizaines de milliards de kilomètres. Et on n'a pas la moindre indication que cette étoile interagit avec cette région centrale quand elle est à moins de quelques dizaines de milliards de kilomètres. Donc dans un volume qui n'est pas beaucoup plus gros que le système solaire qu'on connaît, là, du Soleil jusqu'à Pluton, vous n'avez pas une fois la masse du Soleil comme dans le système solaire, vous avez 4 millions de fois la masse du Soleil. Et donc là, il n'y a pas à sourciller. Vous ne pouvez pas mettre 4 millions d'étoiles dans un volume aussi petit. Hein, il y aurait des collisions dans tous les sens, ça ne serait pas du tout stable. Et de toute façon, ça brillerait déjà trop.
Donc si vous avez 4 millions de fois la masse du Soleil dans un volume aussi petit et qui ne brille pas notablement, c'est forcément que vous avez un trou noir. Voilà. Alors, je ne parle pas de ça, donc, difficile de détecter les trous noirs et évidemment difficile de les voir, tout simplement parce que, pour deux raisons, les trous noirs sont petits. Je vous ai dit, un trou noir de la masse du Soleil, c'est rayon de 3 km, et il ne brille pas. Donc, on va essayer de mettre des chiffres là. Vous prenez le premier trou noir stellaire identifié, donc Sinus X1, vous connaissez le nom. Sinus X1, il a à peu près 10 fois la masse du Soleil, donc un rayon de 30 km. La taille d'un trou noir, c'est 3 km par masse solaire, c'est très simple. Et Sinus X1 est à 5600 années-lumière de nous. Alors la taille d'un trou noir, c'est un peu subtil parce que comme le trou noir dévie la lumière dans son voisinage, un trou noir a l'air un peu plus gros que ce qu'il est réellement. Mais un objet de la taille de Sinus X1 modulo cette petite subtilité à la distance de 5600 années-lumière, c'est comme une bactérie de 1 micron sur la Lune. Si vous voulez voir Sinus X1, si vous voulez voir la silhouette de Sinus X1 se découper devant l'étoile en orbite autour de laquelle il se trouve, vous devez avoir un pouvoir de résolution qui vous permet de voir une bactérie sur la Lune. Et donc je pense que même si vous n'avez pas de notion d'optique très développée, une bactérie sur la Lune, c'est pas possible. D'accord ? Donc a priori, on ne peut voir aucun trou noir parce que c'est trop petit et trop loin. Même si vous mettiez un trou noir, par une chance extraordinaire, dans le système de Proxima du Centaure, à 4 années-lumière, ça ne serait pas une bactérie, ça serait 1 millimètre sur la Lune. Si vous voulez, ce serait 1000 fois plus près, donc 1000 fois plus gros en projection. Et ça, vous pouvez pas voir. Le seul moyen de voir un trou noir, c'est qu'il soit pas trop loin, mais surtout très gros. Et donc ça, on a ça dans notre galaxie avec le trou noir central de notre galaxie qui s'appelle SGR à étoile. Donc pareil, si vous faites la même... Alors, par rapport à Sinus X1, on a 4 millions de fois la masse du Soleil au lieu de 10. Donc on a un objet 400 000 fois plus massif et donc 400 000 fois plus gros. Et il est à 26 000 années-lumière de nous au lieu de 5600. Donc il est 4 fois plus loin. Ce que vous perdez parce qu'il est 4 fois plus loin, vous le compensez largement parce qu'il est 400 000 fois plus gros. Donc voir cet objet, c'est comme voir un objet de 10 cm sur la Lune, donc un pamplemousse sur la Lune. Alors, voir un pamplemousse sur la Lune, c'est quand même moins compliqué que voir une bactérie. On sent que ça va être difficile, mais peut-être une petite chance. Et puis la nature nous a donné un petit coup de pouce parce que vous savez peut-être qu'il y a une galaxie très grosse, pas très loin de la Voie lactée, qui s'appelle M87. Donc pareil, c'est un objet que vous pouvez voir facilement dans un instrument d'amateur. Cette galaxie étant beaucoup plus massive, son trou noir est beaucoup plus massif. C'est pas 4 millions, c'est 6 milliards et demi de masse solaire. Donc le trou noir de la galaxie M87 est en gros 1500 fois plus massif et donc 1500 fois plus gros que celui de notre propre galaxie. Sa distance est à peu près 50 millions d'années-lumière, ce qui est 2000 fois plus loin. Donc ce que vous perdez en le mettant 2000 fois plus loin, vous le compensez presque exactement parce qu'il est 1500 fois plus gros. Donc ce trou noir aussi, vous pouvez espérer... Enfin, si vous êtes capable d'imager l'un, a priori vous êtes capable d'imager l'autre. Voilà. Et puis c'est tout. Parce que aucun autre trou noir n'est suffisamment proche, suffisamment gros pour être compétitif, je dirais, par rapport à cela. Alors, peut-on voir un pamplemousse sur la Lune ? Alors, vous savez qu'il y a en optique un truc qu'on appelle les lois de la diffraction, qui vous dit que quand la lumière passe à travers une ouverture, cette lumière s'étale un peu. C'est pour ça que quand vous regardez les lumières de la ville à travers un rideau très fin, au lieu de voir un point sur le lampadaire, ça fait une croix qui suit le tissage de votre rideau. Et donc ceci, excusez-moi, ceci nous dit que vous ne pouvez pas voir des détails d'une précision arbitraire tant que votre instrument n'a pas un diamètre suffisant. Et donc quand vous dites quel télescope je dois avoir sur Terre pour voir un pamplemousse sur la Lune, la réponse est 2 km. Autrement dit, le trou noir central de notre galaxie, c'est 1 millième de pixel de ce que vous pouvez faire avec Hubble. Hubble a un diamètre de 2 mètres et pas 2 km, donc il vous faudrait zoomer d'un facteur 1000 sur les images les plus parfaites de Hubble pour avoir cette finesse de détail, donc ça ne marche pas. Alors comment on peut contourner ce problème ? En utilisant non pas un télescope mais plusieurs et en combinant de façon très astucieuse la lumière reçue par chacun de ces télescopes. Donc vous avez un réseau de télescopes, vous combinez leur lumière de façon assez subtile et à ce moment-là on peut montrer que
pouvoir de résolution n'est plus limité par le diamètre des instruments, mais par le diamètre de votre réseau. Donc il suffit d'avoir un réseau de plusieurs télescopes optiques répartis sur quelques kilomètres carrés, et peut-être que ça va marcher. Sauf que cette technique est faisable sur une centaine de mètres, mais pas sur 2 kilomètres. Donc avec cette technique d'interférométrie optique, comme on l'appelle, vous voyez des détails qui ne sont pas un pamplemousse sur la Lune, qui sont 2 mètres sur la Lune. Si Neil Armstrong était allongé sur la Lune, là, vous pourrez commencer à le voir. Mais le pamplemousse, vous ne le voyez pas. Alors par bonheur, cette technique, on peut la faire en lumière visible, mais aussi en ondes radio. Le problème, c'est que quand vous diminuez la longueur d'onde, quand vous augmentez la longueur d'onde, quand vous passez de la lumière visible aux ondes radio, vous augmentez la longueur d'onde, eh bien la netteté des images décroît avec la longueur d'onde. Donc pour compenser ce floutage dû à la longueur d'onde, vous devez augmenter la taille du réseau. Le rapport longueur d'onde sur taille du réseau, si vous augmentez ceci, vous devez augmenter cela pour avoir le bon rapport. Mais en ondes radio, si vous avez un réseau de 10 000 km, ça va marcher. Et 10 000 km, ça tombe bien parce que c'est le diamètre de la Terre. Donc il suffit de mettre des radiotélescopes un peu partout à la surface de la Terre. Et en combinant les signaux reçus par ces radiotélescopes, vous pouvez imager un trou noir. Alors est-ce que c'est facile à faire ? Non, c'est pas facile à faire. C'est pas facile à faire parce que, essentiellement, les données que vous recueillez, c'est pas comme une image avec un temps de pause donné. Non. Vous devez enregistrer en continu la phase de l'onde, c'est-à-dire les vibrations des ondes qui vous arrivent dessus. C'est le seul moyen de produire ces images. Et quand vous êtes aux longueurs d'onde radio qui vous permettent de faire ça, vous vous rendez compte que le débit de données qu'il vous faut, c'est de l'ordre de 10 gigaoctets par seconde. Alors on va faire un petit retour en arrière. L'idée de faire un radiotélescope, un réseau de radiotélescopes, elle date de la fin des années 90. Et donc à la fin des années 90, les images que vous avez là, c'est des images issues d'un article de, je crois, 99, où les gens disaient, bon voilà, si le trou noir central de notre galaxie, en fait, c'est ça. Donc il y a le trou noir, et puis il est entouré d'un disque de matière plus ou moins brillant, un peu comme dans le film Interstellar. Donc vous voyez la silhouette du trou noir se découper sur le disque. Si vous utilisez un réseau de radiotélescopes, alors vous aurez une image un peu floutée, un peu bruitée. Mais si vous avez suffisamment de radiotélescopes, le donut est visible comme un donut. Alors si vous n'avez pas assez de radiotélescopes, ça fait un Big Mac ou une Madeleine, mais dans certains cas, ça fait un donut. D'accord. Mais à l'époque, 99, la vitesse d'écriture des meilleurs disques durs de l'époque, c'était 10 mégaoctets par seconde, pas 10 gigaoctets. Donc à l'époque, les gens disaient, ça, on pourrait faire d'un point de vue optique, mais on ne sait pas faire à cause d'un problème de matériel informatique, d'un bête matériel hardware, d'un bête problème hardware. Et donc les radioastronomes à l'époque étaient allés voir les fabricants de disques durs que vous connaissez, Western Digital, Seagate, etc. Ils leur ont dit, bon, quand est-ce que vous nous faites des disques durs 1000 fois plus rapides que maintenant ? Et les fabricants ont dit, a priori, il n'y a pas d'impossibilité technologique de faire des disques durs de plus en plus rapides. C'est juste que ça nécessite de la R&D, etc. Et d'ici 15, 20, 30 ans, on saura faire. Maintenant, on ne sait pas faire, mais j'étais très confiant que tôt ou tard, ils sauraient faire. Et comme vous le savez, en 2017, donc 18 ans après cet article qui annonçait qu'il faudrait minimum attendre 15 ans, on a réussi à le faire avec cette première image, alors non pas du trou noir central de notre galaxie, celui de la galaxie M87, mais peu importe, on voit à peu près ce qui était prédit. On voit à peu près ce qui était prédit. Alors le disque, il n'est pas très visible, tout simplement parce que cette technique d'interférométrie radio, elle nécessite un signal très fort, et donc elle ne voit que des choses très brillantes. Il n'y a que la partie la plus interne du disque qui est suffisamment brillante pour être imageable, mais elle est suffisamment brillante pour qu'on voit clairement que il y a un donut. Voilà. Donc ça, c'était en avril 99 que ça a été diffusé, avec des données qui dataient de 2017. Alors pourquoi il a fallu 2 ans ? Tout simplement parce que dans le réseau, il y avait le télescope du pôle Sud. Et quand vous faites la prise de données en avril, qui est le meilleur moment de l'année pour voir cet objet, c'est la nuit polaire. Et donc évidemment, à l'époque,
au moment de la prise de données, on n'était absolument pas en mesure de transmettre les données parce que c'était un volume trop grand, ni même de transporter physiquement les disques durs. Donc il a fallu attendre la fin de la nuit polaire, donc en gros le septembre, ou enfin la fin de l'année 2017, transporter tous les disques durs dans un centre de traitement qui était, je crois, quelque part aux États-Unis, mais peu importe, et mouliner tout ça de plein de façons possibles pour produire cette image. Donc c'est tout à fait normal qu'il ait fallu en gros 2 ans pour fabriquer cette image à partir de données. Et ça a été un grand moment puisque c'est une des rares fois dans l'histoire de la presse que une actualité scientifique a fait la une de la presse mondiale. Et je précise que nous avons eu énormément de chance, puisque à quelques jours près, ce qui faisait la une de l'actualité, à l'époque, c'était l'incendie de Notre-Dame. Et donc c'est quand même beaucoup de chance que l'incendie en question n'ait pas eu lieu le jour où cette image a été diffusée. Voilà. Non, mais ça s'est joué vraiment à quelques jours près. Voilà. Alors quelques années plus tard, on a publié une image du trou noir central de notre galaxie, alors qui ressemble beaucoup à la précédente, hein. Alors pourquoi elle ressemble beaucoup ? Parce que, en gros, c'est la même chose qu'on voit, c'est le trou noir et son disque. Et le hasard fait que dans les deux cas, on voit le disque en gros de dessus, en incidence normale. On ne le voit pas de biais, comme Saturne et ses anneaux, on le voit de dessus. Alors c'est très bien parce que d'une certaine façon, la première image est confirmée par la seconde, mais c'est un peu frustrant parce qu'on aurait quand même bien aimé, vu qu'on n'a que 2 objets que l'on peut observer, on aurait bien aimé... ça c'est à l'envers. On aurait bien aimé avoir 2 orientations possibles, mais ça n'a pas été le cas. Alors cette image, elle est très critiquable pour la raison suivante. Je vous ai dit, c'est le même phénomène qu'on voit ici et là. Il y a quand même une différence, c'est que ce trou noir-ci, il est 1500 fois massif que 1500 fois moins massif que ce trou noir-là. Et donc, la matière qui tourne très vite autour de ces 2 trous noirs a une distance 1500 fois plus grande à parcourir ici que là. Et donc, elle met plusieurs semaines à faire le tour de cet objet. Donc, pendant les quelques jours qu'ont duré la prise de données, ceci était littéralement une image. Il n'y avait pas de bouger, c'était quelque chose de figé. Donc, c'est relativement facile, en prenant les données prises sur quelques jours, de traiter les données en supposant que cette image n'avait pas bougé, puisque la matière n'avait eu le temps de faire qu'une fraction de tour. Alors que pour le trou noir central de notre galaxie, en fait, la matière fait le tour en moins d'1 heure. Donc on a fabriqué cette image en combinant des données qui ont été prises sur plusieurs jours, d'un objet qui est intrinsèquement variable. On sait qu'en domaine des rayons X, la luminosité de ce disque fluctue au cours du temps. Et on a fabriqué l'image fixe la plus compatible avec des données qu'on sait ne pas être statique ou stationnaire sur plus que quelques minutes. Donc cette image, elle est assez critiquable pour ça, en fait. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est un film, mais avec le volume de données qu'on a, déjà c'est difficile de produire une image à partir des données, mais alors produire un film à partir des données, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de films compatibles avec l'ensemble des données que d'images fixes. Donc cette image, bon, je la trouve pas très satisfaisante. Néanmoins, ça confirme à peu près ce qu'on savait, puisque dans le cas de ce trou noir, comme dans le cas de l'autre, on savait déjà par d'autres observations qu'on voyait le disque bien plus en incidence normale qu'en incidence tangentielle. Voilà, alors quand est-ce qu'on fera mieux ? Dans longtemps, parce que ça sera dur de faire beaucoup mieux. Alors les trous noirs, on peut les voir, mais on peut aussi les entendre. Alors qu'est-ce que ça veut dire, les entendre ? Je vous ai dit, le bon jeu de loi qui décrit les trous noirs, c'est pas les lois de Newton, c'est la relativité générale. La relativité générale, donc, c'est une amélioration des lois de Newton trouvées par Einstein et qui est basée sur l'idée que l'espace est un objet déformable. Les masses déforment l'espace. Les masses dictent à l'espace quelle forme il prend, localement, si vous voulez. Et l'espace déformé dicte à la matière comment elle peut se déplacer. Quand l'espace n'est pas déformé, les mouvements, en l'absence de toute force, sont rectilignes uniformes, et quand l'espace est déformé, c'est comme quand vous faites rouler une bille sur un endroit un peu bosselé, la bille va bouger parce qu'elle va être sensible à la déformation de la surface.
Et donc ce que Einstein comprend en quelques mois après avoir trouvé sa théorie, c'est que deux objets en orbite l'un autour de l'autre vont produire une déformation périodique de l'espace, et ça va faire des sortes de vibrations de l'espace qui vont s'éloigner progressivement. On va appeler ça des ondes gravitationnelles. Donc à l'époque d'Einstein, les ondes gravitationnelles sont une prédiction presque inévitable de sa théorie, mais quelque chose de totalement indétectable, parce que l'espace, c'est assez bizarre d'imaginer, de conceptualiser. L'espace, c'est un truc immatériel et qui est pourtant déformable dans un certain sens. Et les calculs vous indiquent que, en fait, c'est l'objet le plus rigide qui puisse être. C'est-à-dire que c'est un objet qui est extrêmement difficile à déformer. Même avec des très forts champs gravitationnels, vous déformez très peu l'espace. Donc, à l'époque d'Einstein, les ondes gravitationnelles sont considérées comme indétectables, car d'une amplitude bien trop faible pour qu'il soit possible de les trouver. Sauf que quand on comprend que les trous noirs existent probablement, qu'il existe probablement des couples d'étoiles massives qui se transforment en couples de trous noirs, et bien on se rend compte que deux trous noirs vont spiraler l'un vers l'autre à cause de cette émission d'ondes gravitationnelles. Les ondes gravitationnelles emportent de l'énergie avec elles, donc un système de deux objets qui perd de l'énergie, les deux objets se rapprochent. C'est ce qui se passe avec un satellite en orbite basse qui frotte sur l'atmosphère, il spirale vers la Terre. Donc là, c'est pas du tout la même raison pour laquelle on dissipe de l'énergie, mais c'est la même conséquence, les objets se rapprochent, jusqu'à entrer en collision. Et donc, on comprend que le moment de la collision de deux trous noirs, là, ça produit des ondes gravitationnelles d'une amplitude telle que peut-être que l'on peut arriver à les détecter. Alors, le signal gravitationnel, il ressemble à ce qui est marqué là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez deux objets qui spiralent l'un vers l'autre. Donc, au départ, ils sont assez loin l'un de l'autre. Comme ils sont assez loin, ils produisent des ondes d'une amplitude relativement faible. Et ils tournent lentement l'un autour de l'autre. Donc, les ondes sont espacées d'une période orbitale, une période orbitale divisée par la vitesse de la lumière. Donc c'est des grandes longueurs d'onde de faible amplitude. Et à mesure que les objets se rapprochent, ils tournent de plus en plus vite l'un autour de l'autre. Donc les différents fronts d'onde se rapprochent. Donc la fréquence des ondes augmente. Et comme ils sont très proches et que les champs gravitationnels sont plus forts, l'amplitude augmente. Donc vous avez un signal dont la fréquence et l'amplitude augmentent en même temps. Alors en électronique, un signal électrique dont l'amplitude et la fréquence augmentent en même temps, ça s'appelle un chirp, c'est-à-dire un gazouillis, puisqu'il y a des oiseaux dont le gazouillis augmente à la fois en intensité et en fréquence. Donc le signal d'onde gravitationnelle issue de la fusion de deux trous noirs, c'est un peu pareil, c'est un gazouillis gravitationnel, c'est pas une onde sonore évidemment, mais ça s'appelle pareil. Alors je vais vous faire écouter le gazouillis de la collision de deux trous noirs. Alors pourquoi en vrai, on ne peut pas l'entendre, on est d'accord, les ondes gravitationnelles, ce n'est pas du son, mais il se trouve que deux trous noirs de quelques fois la masse du Soleil, quand ils entrent en collision, ils tournent l'un autour de l'autre quelques centaines de fois par seconde. Donc la fréquence de ces ondes, c'est quelques centaines de hertz, c'est-à-dire la fréquence d'une voix d'adulte. Donc on peut formellement transformer ces ondes gravitationnelles en ondes sonores de même fréquence et faire entendre le gazouillis. Alors je vous préviens tout de suite, le gazouillis en question, ça ne tient pas du rossignol. Alors, ça va donner ça. Alors, il faut que je mette le son sur mon ordinateur, je pense. Alors. D'accord, vous entendez? C'est très bref, hein? D'accord. C'est moche, hein? Alors là, j'en avais fait écouter deux différents, deux collisions de trous noirs différentes. Alors c'est moche, mais il y a 100 ans de recherche pour en arriver là, déjà. Et sur ce gazouillis dégueulasse, en fait, vous obtenez plein d'informations. Vous obtenez la masse de chacun des trous noirs, la masse du trou noir produit, le fait qu'ils tournaient ou non sur eux-mêmes. S'ils tournaient sur eux-mêmes, est-ce qu'ils tournaient suivant un axe de rotation qui est le même que l'axe du plan orbital, etc. Donc il y a énormément d'informations dans ce signal, même si le signal est moche. Alors pourquoi le signal est moche? Un instrument de musique est joli parce qu'en plus du mode fondamental, vous avez des harmoniques. Donc vous n'avez pas qu'un son monofréquence quand vous faites vibrer une corde de violon. Vous avez le mode fondamental et puis
le double, le triple de la fréquence, et c'est ça qui donne de l'épaisseur au son. Ici, vous avez vraiment qu'une seule fréquence, c'est la fréquence orbitale. Vous n'avez pas de petits festons dans le mouvement des trous noirs qui vous rajouteraient de l'épaisseur à ce son. Donc c'est un son monofréquence dont la fréquence augmente progressivement, d'où l'effet gazouillis, mais il n'y a pas d'harmonique. C'est pour ça que c'est moche. Voilà. Alors c'est difficile de détecter les ondes gravitationnelles parce que l'amplitude est très faible. Donc il faut des détecteurs très grands. En gros, ce que l'on va détecter, c'est pas du tout comme un détecteur optique où on détecte l'énergie, où l'énergie lumineuse se dépose sur un détecteur. Ici, les vibrations de l'espace, on va mesurer une déformation de l'espace. Donc on met deux objets très éloignés l'un de l'autre et on attend qu'une onde passe et on vérifie que ces objets varient un peu dans leur distance parce que l'onde a comprimé et dilaté l'espace entre les deux objets. Donc les détecteurs d'ondes gravitationnelles sont très gros. J'en parlerai si vous avez des questions, mais là je passe un peu plus vite. C'est pour ça qu'on a mis beaucoup de temps. Donc première détection de fusion de trous noirs, c'était 2016. Enfin 2015 annoncé en 2016. Et fin 2016, on n'a pas détecté une, mais 4 fusions, peut-être 5. Alors, ce qui est intéressant dans les fusions de trous noirs, c'est que vous détectez 3 trous noirs à chaque fois, puisque vous détectez les 2 trous noirs avant fusion et vous détectez le trou noir après fusion. Donc chaque fusion correspond ici à un groupe de 3. Donc voilà, la toute première, c'était, je crois, celle-ci. Vous aviez un trou noir de 29 masses solaires et un trou noir de 36 masses solaires qui ont fusionné en un trou noir de 62 masses solaires. 36 plus 29, ça fait 65. Pourquoi le trou noir final fait 62 ? À cause de la fameuse équation E égale mc2, je vous ai dit, les ondes emportent avec elles de l'énergie. Et la fusion de 2 trous noirs, c'est une libération d'énergie monstrueuse, au point que le système a perdu 5% de sa masse sous forme de vibration de l'espace au moment où il s'est formé. Donc on détecte, fin 2016, un petit nombre de fusions, 4 certaines, une hypothétique. Et donc ce que l'on savait des trous noirs fin 2016, on savait plus de choses grâce aux trous noirs de notre galaxie, c'est-à-dire les systèmes de ce type-là, que les fusions de trous noirs. Donc à ce moment-là de l'histoire, on pourrait se dire, mais pourquoi on s'est enquiquiné à faire des détecteurs d'ondes gravitationnelles à 800 millions d'euros, alors qu'on connaissait plein de trous noirs dans notre galaxie ? La raison, c'est que la même chose que les exoplanètes. Pendant des siècles, on ne savait pas si les exoplanètes existaient. Fin 95, on connaît une exoplanète, et maintenant on en connaît des milliers. Il s'est passé exactement la même chose avec les trous noirs. C'est qu'entre 2016 et maintenant, le nombre de trous noirs détectés a énormément augmenté. Alors pourquoi il a augmenté ? D'abord parce que c'est des détecteurs d'ondes gravitationnelles, ils sont passifs. C'est plus des oreilles que des yeux. Il n'y a pas besoin de regarder dans une direction, vous ne pouvez pas les orienter. Ils voient passer des ondes gravitationnelles, quelle que soit la direction. Donc en gros, ils détectent toutes les ondes gravitationnelles d'une amplitude suffisante. Et puis ce que vous détectez dans une onde gravitationnelle, c'est l'amplitude de l'onde gravitationnelle. Quand vous détectez une onde lumineuse, c'est de l'énergie qui est déposée. Donc une onde lumineuse, vous savez que l'énergie décroît comme 1 sur r carré. Un objet qui émet de l'énergie se propage sur une sphère de plus en plus grosse. C'est la même énergie qui est sur une sphère de plus en plus grosse. Donc avec un instrument d'une taille donnée, ce que vous détectez décroît comme la surface sur laquelle la lumière est distribuée. Donc l'énergie que vous détectez, l'énergie lumineuse d'une étoile, décroît comme 1 sur r carré. Avec une onde gravitationnelle, c'est l'amplitude de l'onde que vous détectez. Donc c'est du 1 sur r. Donc imaginez que vous avez des détecteurs d'ondes gravitationnelles dans l'état où ils étaient en 2013. Ils étaient très peu efficaces, vous détectiez peut-être une onde gravitationnelle par siècle. Donc en 2013-2014, on ne détectait rien, puisque en 2 ans, vous avez très peu de chances de détecter quelque chose qui se passe une fois par siècle. Et puis on a amélioré d'un facteur 10 la sensibilité des instruments. Si vous améliorez d'un facteur 10 la sensibilité des instruments, vous détectez les ondes 10 fois plus loin. Et donc vous les détectez dans un volume 1000 fois plus gros. Donc votre taux de détection est multiplié par 1000. Vous passez de 1 fois par siècle à 1000 fois par siècle. Donc 1 fois par mois. C'est ce qui s'est passé en 2016. Et puis depuis, on a amélioré nos détecteurs d'un facteur peut-être 2 ou 3. Donc vous détectez 3 fois plus loin, dans un volume 27 fois plus grand. Donc au lieu de détecter un truc par mois, vous détectez peut-être un par jour. Alors j'exagère, mais
Désormais, on sait détecter une ou deux fusions de trous noirs par semaine. À chaque fois que vous gagnez un facteur 2 dans la sensibilité des instruments, vous gagnez un facteur 8 dans le taux de détection. Et donc évidemment, à ce jeu-là, les détecteurs d'ondes gravitationnelles, désormais, détectent beaucoup plus de trous noirs qu'on n'en détectera jamais dans notre propre galaxie. Et donc ce qui est fascinant, c'est qu'on commence à faire des statistiques sur la distribution en masse des trous noirs. On voit plein de choses en fait. D'abord, on ne voit pas que des fusions de trous noirs. Donc, les fusions de trous noirs, c'est les points bleus qui se transforment en bleus. On voit des fusions d'étoiles à neutrons. Donc là, les 2 points orange, c'est 2 étoiles à neutrons dont on a vu la fusion, je vais en parler, qui ont donné naissance à, on ne sait pas trop quoi, parce que 2 objets d'une fois et demie la masse du Soleil qui fusionnent, ça fait un objet de 3 fois la masse du Soleil, ou 2 fois et demi parce qu'il y a des pertes. 2 fois et demi, on ne sait pas si c'est une grosse étoile à neutrons ou un petit trou noir. On voit des systèmes hybrides, on voit des étoiles à neutrons qui fusionnent avec des trous noirs pour donner naissance à un trou noir. Le gros des trucs, c'est 2 trous noirs que l'on détecte. Alors, il y a une partie d'effet de sélection ici. Plus le trou noir est gros, plus le couple de trous noirs est gros, plus il est détectable à grande distance. Donc, est-ce que vous voyez plus facilement les fusions de gros trous noirs parce que vous les voyez de plus loin, ou de petits trous noirs parce qu'il y en a des plus près que nous? Visiblement, si on compare la statistique en masse des trous noirs connus dans notre galaxie et celle que l'on détecte, ce que l'on détecte, c'est des objets particulièrement massifs, mais que l'on détecte grâce au fait qu'ils sont détectables à très grande distance. Alors, il y a plein de choses intéressantes. Par exemple, la fusion la plus massive observée, c'était un trou noir, alors de mémoire, de 80 masses solaires et 100 masses solaires, qui ont fait un trou noir donc de 180, quelque chose comme ça. Et ça, c'est très surprenant parce qu'en fait, de ce qu'on comprend dans l'évolution stellaire, vous ne pouvez pas fabriquer des trous noirs de 100 fois la masse du Soleil. Une étoile très massive, elle peut peut-être former un trou noir de 30 à 40 masses solaires, mais pas 100. Alors là, on a 2 trous noirs qui chacun étaient 2 fois plus massifs que la masse maximale des trous noirs que l'on imagine pouvoir former par l'évolution stellaire. Donc les gens se demandent s'ils ne sont pas en train de voir des fusions hiérarchiques, c'est-à-dire que les 2 membres de ce couple étaient eux-mêmes issus de la fusion de 2 trous noirs précédemment. Donc, évidemment, tout ça est très spéculatif, on est encore loin déjà d'avoir un aperçu statistique satisfaisant et d'être sûr qu'on maîtrise tout. Mais évidemment, c'est comme pour les exoplanètes. On en détecte plein et on se rend compte qu'il y a une zoologie beaucoup plus variée que ce que l'on connaissait ou pensait connaître avant. Voilà. Alors, pour finir, je voudrais dire qu'en fait, quand vous faites des... Alors, il y aura un exposé sur les ondes gravitationnelles en fin octobre, si j'ai bien compris. Donc, je parle de choses que je connais moins bien que l'oratrice qui aura fin octobre, mais je vais quand même un peu en parler. Les ondes gravitationnelles, c'est génial, mais le plus génial, c'est pas pour les trous noirs, en fait, c'est pour les étoiles à neutrons. Pourquoi? Parce que 2 trous noirs qui fusionnent, ça fait un trou noir, ça émet des ondes gravitationnelles et c'est tout. Vous n'avez pas de contrepartie optique, vous n'avez pas de phénomène physique associé, autre que le fait que 2 trous noirs ont fusionné. Mais si vous imaginez 2 étoiles à neutrons qui fusionnent, alors c'est beaucoup plus intéressant parce que 2 étoiles à neutrons qui fusionnent, c'est des objets matériels, et au moment où elles fusionnent, elles entrent en collision, et ça fait une contrepartie optique. Et donc on peut étudier plein de choses. Vous pouvez étudier, donc je vous dis, on a observé 2 fusions d'étoiles à neutrons, donc la toute première c'était le 17 août 2017. Donc on a observé le signal gravitationnel, donc ça c'est une autre façon de représenter un signal dont, donc ça c'est le temps vers la gauche, la fréquence est en ordonnée, donc la fréquence augmente, et vous voyez que le signal est de plus en plus brillant, donc l'amplitude augmente aussi. Donc la fusion de 2 étoiles à neutrons, c'est un signal que l'on voit pendant plus longtemps et qui est plus propre. On ne le voit pas à grande distance, mais le signal est plus facile à étudier. Et donc en 2017, quand les détecteurs d'ondes gravitationnelles ont fait tilt en disant on pense qu'on a détecté une fusion d'étoiles à neutrons, on s'est rendu compte qu'au même moment, un télescope gamma qui est dans l'espace, qui s'appelle Fermi, a détecté ce qu'on appelle un sursaut gamma, c'est-à-dire un flash de rayons gamma. Alors, Fermi détecte en gros 1 ou 2 sursauts gamma par jour. Alors, la probabilité pour que, à quelques secondes près, le flash soit coïncident avec la détection d'ondes gravitationnelles, on sent bien qu'elle est faible. Donc, est-ce que ces 2 trucs étaient la même chose? Oui.
Oui, parce que quand vous détectez la fusion de deux trous noirs avec plusieurs détecteurs, en fait, par triangulation, tous les détecteurs ne sont pas situés au même endroit sur Terre, et donc ne vont pas voir passer le front d'onde gravitationnel au même moment. Donc le détecteur le plus proche de la fusion va, s'il est 3000 km plus proche du fait de la courbure de la Terre, de la fusion au moment où elle se produit, il va détecter le signal 1 centième de seconde plus tôt que le second détecteur. Donc par ce biais, vous pouvez par triangulation déterminer dans quelle zone du ciel la fusion a eu lieu. Alors il y a eu pas mal de subtilités là, mais disons le fait qu'il y ait 3 détecteurs a permis de localiser une région du ciel assez petite dans laquelle on savait que la fusion avait eu lieu du simple fait de l'amplitude observée, parce que l'amplitude dépend de l'orientation aussi des détecteurs d'ondes gravitationnelles. Et donc on avait une boîte d'erreur assez faible, et le satellite Fermi, alors les détecteurs de sursaut gamma sont très myopes, donc il avait une boîte d'erreur qui était très peu précise, puisque ça pouvait être soit cette énorme bande ici, soit cette zone-là. Et en fait, vous voyez, la zone des détecteurs d'ondes gravitationnelles était compatible avec celle de Fermi. Alors, grâce aux détecteurs d'ondes gravitationnelles, on peut déterminer la distance à laquelle ça s'est produit, puisque deux étoiles à neutrons, bah, on connaît l'amplitude du signal, et puis connaissant ce qu'on a mesuré sur Terre, on sait à quelle distance il faut le mettre pour que ça s'atténue au niveau qu'on voit. Donc on avait une région du ciel assez petite, en gros 30 degrés carrés, donc c'est vraiment une région petite du ciel. On avait une distance en épaisseur relativement bien déterminée, et donc dans ce volume d'univers, il n'y avait qu'une cinquantaine de galaxies. Donc les gens se sont dit, deux étoiles à neutrons, quand ça entre en collision, ça doit faire un signal lumineux, puisque on a observé un flash de rayons gamma. Donc il n'y a qu'à observer ces 50 galaxies, et voir si, en comparant un cliché qu'on prend maintenant avec des images d'archives, on ne voit pas un truc en plus. Donc c'est ce qu'on a fait. Et le jour où l'alerte a été donnée, on a vu que dans une des 50 galaxies qui étaient là, qui s'appelait, je ne sais plus comment d'ailleurs, qu'il y avait un point en plus. Et donc là c'est génial parce que vous localisez parfaitement l'objet sur le ciel, et surtout vous pouvez le suivre avec tous les moyens que vous avez au sol ou dans l'espace, donc en lumière visible, infrarouge, radio X, et surtout vous pouvez faire de la spectroscopie. Et ce qui était génial là, c'est que par spectroscopie, on s'est rendu compte qu'on avait détecté la présence d'atomes assez massifs, d'éléments lourds, donc beaucoup plus massifs que le fer. Et ça résolvait un mystère connu de très longue date. C'est que quand vous connaissez l'expression, nous sommes des poussières d'étoiles. En fait, dire qu'on est des poussières d'étoiles, c'est un peu réducteur parce que tous les éléments chimiques ont des origines un peu différentes. L'hydrogène et l'hélium sont essentiellement issus du Big Bang. Le lithium, un peu du Big Bang, un peu des étoiles de type solaire et un peu d'un autre processus. Puis en fonction de la masse des étoiles et de leur stade d'évolution, vous fabriquez des abondances plus ou moins grandes des différents éléments. Et en fait, on savait à peu près expliquer les éléments jusqu'à l'étain, en gros, jusqu'à 50 protons. Et après, en fait, on trouvait que les abondances, certes faibles, mais mesurables, d'or, d'uranium, de plomb dans l'univers, étaient quand même plus élevées que ce à quoi on s'attendait. Et pourquoi on a du mal à fabriquer ces objets dans les étoiles ? Un atome d'hélium, c'est 2 protons, 2 neutrons. Un atome d'oxygène, c'est 8 protons, 8 neutrons. Donc vous avez à peu près autant de protons que de neutrons. Et puis quand les atomes sont de plus en plus massifs, la fraction de neutrons augmente par rapport aux protons. Et dans les étoiles, c'est difficile de fabriquer des neutrons, donc c'est difficile de fabriquer des éléments qui ont plus de neutrons que de protons. Et donc l'uranium, il a 1,5 fois plus de neutrons que de protons. On ne comprenait pas comment on pouvait fabriquer de l'uranium. On peut fabriquer de l'uranium dans un milieu qui est très riche en neutrons, c'est-à-dire 2 étoiles à neutrons qui rentrent en collision. Et donc, au moment où les étoiles à neutrons entrent en collision, vous avez plein de neutrons disponibles qui réagissent avec le fer qui existe en surface des étoiles à neutrons, et vous formez ces éléments-là. Et on en est sûr, puisqu'on a trouvé la trace dans cette fusion d'étoiles à neutrons de strontium, qui est... on a trouvé du strontium, et on a trouvé du césium, surtout, qui est ici. Et donc, on a la preuve définitive que l'or des bijoux que vous aimez peut-être porter ou offrir n'a pas été formé dans les étoiles, mais a été formé dans les quelques dizaines de collisions d'étoiles à neutrons que notre galaxie a connues depuis qu'elle existe, et seulement dans ces lieux-là. Voilà. Comme l'heure tourne, je ne vais pas vous parler, mais c'est des questions de projets futurs. Est-ce qu'on peut faire des images mieux en mettant des radiotélescopes en orbite ?
Et puis, je peux aussi vous parler, mais pareil, pendant les questions, de qu'est-ce que c'est que ça. Voilà. Et puis, si vous voulez en savoir plus, comme on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, j'ai donc écrit 2 livres sur le sujet, dont un qui, la dernière édition vient de sortir et que je pourrais vous dédicacer tout à l'heure. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? On peut commencer par voilà, le premier rang. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus de choses concernant le problème du dernier parsec? Alors, le problème du dernier parsec. Alors, c'est un point technique. Alors, attendez, je reprends mes transparents. Alors, je ne peux pas vous en dire beaucoup parce que personne n'a la réponse et moi, je ne suis pas spécialiste, mais je peux expliquer déjà ce que c'est. Donc, je vous ai dit, au centre de notre galaxie, où est-ce qu'il est non, c'est avant, voilà. Au centre de notre galaxie, il y a un trou noir géant. Pourquoi y a-t-il qu'un seul trou noir dans notre galaxie alors que les galaxies grossissent par fusion? Parce que les trous noirs centraux des galaxies fusionnent les uns avec les autres. Alors quand 2 galaxies entrent en collision, il n'y a aucune raison que la collision soit parfaitement frontale et que le centre de la galaxie 1 arrive au centre de la galaxie 2. Donc les 2 trous noirs, au départ, ils vont se rater. Ils vont se rater, mais quand vous avez un trou noir qui voyage dans un gaz d'étoiles, appelons ça comme ça, dans une galaxie, en gros, il va être ralenti par ces étoiles. Il y a un phénomène un peu de friction. Enfin, c'est pas de la friction au sens de la mécanique des fluides, mais l'influence gravitationnelle des étoiles a tendance à ralentir le trou noir qui se déplace dans la galaxie, et donc le faire tomber vers le centre. Et donc, dans un temps assez bref, après la collision des 2 galaxies, les 2 trous noirs vont se retrouver relativement proches l'un de l'autre, au voisinage du centre de la galaxie issue de la fusion. Sauf que ce phénomène de friction dynamique ne se produit que quand vous avez beaucoup d'étoiles. Et quand vous êtes dans une région assez petite, où il y a quelques années-lumière de distance entre les trous noirs, vous avez quelques milliers d'étoiles à cet endroit-là, mais c'est plus assez pour modifier la trajectoire de trous noirs qui font des millions de masses solaires. Et donc, comment les trous noirs qui sont sur une orbite l'un autour de l'autre de quelques années-lumière font pour se rapprocher, donc pour diminuer leur rayon orbital de quelques années-lumière, donc 1 parsec, c'est 3,26 années-lumière, on ne sait pas trop, c'est ce qu'on appelle le problème du dernier parsec. Donc on sait que la nature sait résoudre ce problème, c'est-à-dire qu'en général, quand on arrive à identifier le trou noir central d'une galaxie, on est à peu près sûr que ce n'est pas 2 trous noirs en orbite rapprochée, ça aurait des signatures spectroscopiques différentes. Donc dans la quasi-totalité des galaxies dans lesquelles on détecte des trous noirs, il n'y a effectivement qu'un seul trou noir, des fois il y en a 2, mais c'est très rare. Donc on sait que ces trous noirs fusionnent assez vite à l'issue de la fusion des galaxies, mais comment ils se rapprochent l'un de l'autre à la fin? Quand ils sont séparés d'une année-lumière, il n'y a aucune émission d'ondes gravitationnelles notable, par exemple, donc c'est pas ça qui les fait se rapprocher. Est-ce qu'il y a du gaz qui freine? Voilà, on ne sait pas trop. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a un processus physique qui les rapproche, mais il n'est pas encore bien identifié. En tout cas, quand je m'étais intéressé au problème, j'avais l'impression que c'était encore un problème non résolu, au sens où il y a plusieurs processus physiques envisagés, mais que chacun semble avoir des faiblesses un peu rédhibitoires pour expliquer ce rapprochement rapide. Donc peut-être que c'est une combinaison de ces processus, peut-être que l'amplitude d'un des processus est sous-estimée. Donc on dit qu'on ne sait pas. On a plein d'hypothèses, mais on ne sait pas laquelle est la plus proche de la réalité. Voilà. Alors, une autre question au premier rang. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. Vous parliez des naines blanches et vous disiez c'était des astres stables. Comment c'est possible puisqu'elles émettent de la lumière, donc a priori elles... Oui, elles se refroidissent lentement, donc ça change un peu leur structure interne, mais la Terre aussi se refroidit et la configuration de la Terre n'a pas énormément changé en quelques milliards d'années du fait de son refroidissement. Alors, j'ai plus le chiffre exact, mais je crois que la Terre rétrécit de 1 mm de diamètre par million d'années,
du fait que comme elle se refroidit, elle se contracte légèrement. Mais une fois que la naine blanche est formée, elle est dans un état relativement stable qui évolue un peu, effectivement. Hein. On pense qu'au cœur d'une naine blanche, la matière cristallise, alors pas du tout de la façon dont un cristal existe ici, mais que la matière passe dans un état plutôt rigide que fluide à mesure qu'elle se refroidit. Mais ça ne change pas notablement son rayon ou quoi que ce soit. Donc ces objets sont... Le rayon, je vais dire autrement, le rayon de l'objet est déterminé par sa masse et non par sa température. La température est un paramètre quasi insignifiant dans la relation masse-rayon de ces objets. Ok, sur YouTube, j'ai une question de Jean-Jacques Valfiche. Qu'apporte l'étude des modes de relaxation des ondes gravitationnelles à la connaissance des trous noirs? Alors, c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé, mais c'est un sujet de recherche très actif. Alors, je vous ai dit, le signal des trous noirs, c'est un gazouillis, d'accord? Donc, ce signal, dans la phase dite spiralante, où les deux objets n'ont pas encore entré en fusion, ils tournent de plus en plus vite et de plus en plus proches l'un autour de l'autre. Donc, c'est ça que vous détectez. Puis, le moment de la fusion proprement dit, alors c'est un moment extrêmement bref, on ne sait pas bien le modéliser. Et puis une fois que le trou noir est formé, c'est un trou noir un peu déformé. Hein. Il y a plus une forme de cacahuète qu'une forme sphérique, si vous voulez. Et donc le trou noir va prendre sa configuration d'équilibre, on va dire qu'il va relaxer vers cette configuration-là. Il va relaxer vers cette configuration-là en émettant des ondes gravitationnelles. Donc on va dire c'est des modes de désexcitation. C'est ring down mode en anglais, donc des modes de désexcitation. Et ce qui est intéressant, c'est que alors c'est un signal qui est très faible, hein, c'est un signal qui décroît très vite, c'est juste là. Donc c'est un signal qu'aujourd'hui on ne sait pas vraiment extraire du bruit, mais il nous intéresse parce que, en fait, il y a plusieurs modes de désexcitation, hein, comme une cloche que vous tapez, hein, vous entendez le mode fondamental et puis des harmoniques. Mais ces modes de relaxation, ils dépendent que de deux paramètres, la masse du trou noir et sa rotation sur lui-même. Et donc si vous avez, par le signal d'onde gravitationnelle initiale, déterminé la masse et la rotation du trou noir, vous connaissez la forme de ces modes de désexcitation. Vous pouvez les prédire. Vous ne pouvez pas forcément prédire leur amplitude, parce que ça dépend de la géométrie de la collision, mais vous savez que vous aurez tel ou tel mode et pas les autres. Et donc, si vous détectez ces modes, testez la relativité générale dans un domaine un peu différent. Ce n'est pas la dynamique de deux objets avant de rentrer en collision, c'est comment un objet très épuré qui a un trou noir se désexcite. Et donc ça, c'est quelque chose que l'on veut tester. Parce qu'en principe, il n'y a que deux paramètres qui déterminent ces modes de désexcitation, c'est la masse et la rotation. Mais si on observe trois modes de désexcitation, tous devraient présenter la même masse et la même vitesse de rotation, devraient être compatibles avec la même valeur de la masse et la même valeur de la vitesse de rotation. Et si ce n'est pas le cas, ça veut dire que les lois de la gravitation sont différentes de ce qu'on pense, parce que les trous noirs ont une structure différente. Donc c'est un enjeu, mais aujourd'hui, on ne sait pas encore détecter ça. À terme, on saura peut-être, ou en détectant des fusions de trous noirs supermassifs, ce qu'on ne sait pas faire depuis le sol, mais qu'on pourrait faire depuis l'espace, c'est une question à laquelle on pourrait répondre. Très bien. Nicolas, tu peux... Oui, en début de conférence, vous avez insisté sur la densité énorme d'un trou noir stellaire, mais je pense qu'il faut distinguer beaucoup par rapport au trou noir supermassif, qui a une densité qui peut être très très faible. Ouais. Et c'est plutôt la compacité dont il faut parler. Je crois que M87 a une densité qui est 1/300e de celle de l'eau. Alors, j'ai pas le chiffre exact en tête, mais je suis globalement d'accord. Donc je dis, si vous imaginez que vous formez un trou noir à la masse qu'il a aujourd'hui, vous devez comprimer le trou noir vous devez comprimer cette matière à une certaine densité, et la densité critique au-delà de laquelle il va se transformer, ça varie comme 1 sur m². Donc si c'est un petit trou noir, c'est une densité énorme, hein, je vous dis, c'est la Terre dans 2 cm de diamètre. Et si c'est un très gros trou noir, ça va comme 1 sur m². Donc effectivement, un trou noir de 60 millions de masse solaire, c'est la densité de la Terre, c'est ce que je vous ai dit. Un trou noir de plus, ça va être la densité de l'eau, puis la densité de l'air. Donc effectivement, les conditions physiques qui règnent dans un objet que vous formeriez indirectement avec une très grande masse, les conditions physiques sont de moins en moins délirantes.
Sauf que la nature nous indique qu'elle sait plus facilement former des trous noirs de petite masse avec des densités très fortes que des trous noirs de grande masse. Pourquoi ? Parce que la densité moyenne dans l'univers, c'est 1 atome par mètre cube. Donc si vous voulez fabriquer un trou noir de 1 milliard de masse solaire d'un coup, il faut que vous balayiez un volume qui fait plusieurs milliers d'années-lumière de côté, que vous mettiez tout dans quelques milliards de kilomètres. Donc on se rend bien compte qu'il faut un aspirateur quand même très efficace. Donc, selon toute vraisemblance, on ne forme pas de gros trous noirs, non pas parce que c'est des conditions physiques bizarres, mais parce que le volume dans lequel vous devez prendre la matière est énorme. Mais je suis d'accord avec vous que il n'y a pas un seuil de densité délirant si on forme un très gros trou noir. Merci. Ok, une autre question. Oui, là-haut. Alors, madame. Bonjour, est-ce que vous pourriez nous parler de la singularité? Alors, difficilement. Donc, initialement, quand Laplace et Mitchell envisageaient ça, ils imaginaient qu'un trou noir, donc ça, ils n'appelaient pas encore ça trou noir, mais ça pouvait être un objet qui avait une surface solide, mais qu'il était plus petit que le rayon d'un trou noir équivalent. Mais que c'était un objet sur lequel on pouvait se poser, à la limite. Vous voyez. Sauf que les calculs vous disent qu'une fois que la matière est à l'intérieur, donc de ce qui délimite l'extérieur et l'intérieur du trou noir, elle est irrémédiablement attirée vers le centre. Donc un trou noir, quand il n'est pas en train d'engloutir de la matière, c'est une région de l'espace qui est parfaitement vide, sauf au centre où, en gros, vous avez une quantité arbitrairement grande de matière qui est dans un volume arbitrairement petit. C'est ça qu'on appelle la singularité. Et quand vous utilisez les lois de la gravitation selon Einstein pour décrire ça, a priori, c'est un point de densité infinie. Et évidemment, la nature a horreur des infinis, donc ça prouve essentiellement que ces lois-là deviennent inopérantes pour décrire cette région centrale-là. Donc la relativité vous explique comment les trous noirs se forment, comment l'horizon se forme, c'est-à-dire comment on peut... Il y a ce point de non-retour qui fait que ni la lumière ni rien d'autre ne peut s'échapper. Mais le devenir de ce qui est à l'intérieur, donc en gros tombe au centre, c'est un peu plus subtil que ça, mais c'est l'idée. Comment décrire cet objet ? On sait que les lois de la gravitation sont inopérantes. Donc, les lois de la gravitation prédisent leur incomplétude par ce biais. Alors ça n'a rien de sorcier, si vous avez fait des études. Les lois de l'électromagnétisme sont incohérentes en dessous de 10 puissance moins 13 cm, ce qu'on appelle le rayon classique de l'électron. En fait, une particule ponctuelle, ça n'a aucun sens en électromagnétisme parce que ça devrait avoir une masse infinie. Or, un électron, qui est une particule chargée, a une masse finie. Donc, voilà. On peut montrer que l'électromagnétisme classique ne peut pas décrire un électron parce qu'à la fois, il devrait faire moins de 10 puissance moins 13 cm et que les lois sont incohérentes en dessous de cette valeur-là. Donc elles doivent être remplacées par quelque chose qui est la mécanique quantique, et la mécanique quantique vous dit qu'un électron peut être considéré comme une particule ponctuelle tant que sa taille c'est 10 puissance moins 11 cm. Et que quand vous essayez de zoomer, après vous ne voyez plus vraiment, il y a le principe d'incertitude, etc. Donc l'électromagnétisme est incohérent et doit être remplacé par quelque chose, mais vous ne pouvez pas, par le raisonnement, déterminer par quoi vous remplacez l'électromagnétisme pour décrire un électron à des échelles en dessous de 10 puissance moins 11 cm. Mais pour les trous noirs, c'est exactement la même chose. La relativité générale est incohérente, mais ça ne va pas vous donner d'indication sur par quoi je dois la remplacer. Donc il faut tenir compte d'effets quantiques. La mécanique quantique sans gravité, on sait faire. La gravité sans mécanique quantique, on sait faire. Les deux, on ne sait pas pour des raisons techniques un peu compliquées, donc je ne me hasarderai pas à les détailler. Mais le fait qu'on sache que la théorie a des limites n'est pas gênant. Au contraire, c'est plutôt rassurant. S'il y a des limites, autant savoir qu'elles existent. Vous voyez. Donc, on ne sait pas décrire l'intérieur des trous noirs. Si vous êtes astrophysicien comme moi, vous dites on s'en fiche. Puisque ce qui se passe à l'intérieur des trous noirs n'affecte pas l'extérieur. Donc, ok, sauf si je me suicide en allant dedans, je ne vais pas être confronté à ce problème. Et si je me suis en allant dedans, je vais peut-être comprendre ce qui se passe, mais je ne pourrai pas envoyer mon papier ou un SMS à mes collègues pour dire voilà ce que j'ai vu. Donc, du point de vue astrophysique, on s'en fiche en fait. Du point de vue de la physique théorique, c'est un problème. Et un problème frustrant, puisque le seul moyen de savoir, ça serait d'aller à l'intérieur. Et donc, ce serait le suicide pour la science, mais pour sa seule curiosité personnelle. Voilà.
Très bien. Sur YouTube, il y a une autre question. Comment va se dérouler la fusion ou la collision entre la galaxie d'Andromède et notre galaxie? Donc, bien sûr, je devine la question. Est-ce que ce sont les trous noirs qui s'attirent Alors, des centres galactiques ou le est-ce trou qu'il- noir de notre galaxie, je vous dis, c'est 4 millions de masses solaires. La galaxie, c'est des centaines de milliards de masses solaires. Donc, Merci. vous enlevez le trou noir central de notre galaxie, les étoiles qui sont très proches de ce trou noir vont évidemment être perturbées, mais dès que vous êtes à quelques centaines d'années-lumière de là, la masse sous forme d'étoile est supérieure à la masse du trou noir. Donc, les galaxies, c'est pas comme le système solaire où tout tourne autour du Soleil, et si on enlève le Soleil, tout se barre en ligne droite. C'est pas du tout ça. Le trou noir influence la région centrale de la galaxie, mais pas les régions périphériques. Donc c'est pas les trous noirs de ces deux galaxies qui s'attirent, c'est ces deux galaxies qui s'attirent. Alors on n'est même pas sûr qu'elles vont fusionner. Hein. On sait que la distance radiale entre les deux galaxies diminue, hein, par spectroscopie on voit qu'elles se rapprochent, mais on a toutes les peines du monde à détecter le mouvement latéral de la galaxie d'Andromède. On sait détecter le mouvement latéral de la galaxie du triangle, parce qu'il y a des masers que l'on peut positionner très précisément par des méthodes d'astrométrie. Et la galaxie d'Andromède, qui est pourtant plus grosse, plus massive que la galaxie du Triangle, n'a pas de maser que l'on peut facilement utiliser pour déterminer si la galaxie d'Andromède se déplace latéralement par rapport à nous ou pas. Si elle ne se déplace pas latéralement, elle fond sur nous et il y aura fusion. Si elle se déplace latéralement, ben, elle est en orbite elliptique. Enfin, nous sommes en orbite elliptique l'une autour de l'autre, mais on n'est pas sûr qu'il y ait fusion. En fait. Très bien. Gaïa a détecté BH3 cette année. Ouais. Est-ce que ça a un impact? Vous n'en avez pas parlé. Enfin, Non, je si n'ai pas au tout parlé, début je n'ai sur pas eu le le temps. nombre de trous noirs possibles dans la galaxie, Non, les non. données Gaïa donnent peut-être une contrainte. Non, alors ce que Gaïa a fait, en gros, c'est un peu ce qu'on avait fait quand on a détecté Sirius B, c'est-à-dire que Sirius A ne se déplace pas en ligne droite, Sirius A se déplace en faisant des petites vaguelettes à cause de son compagnon. Et donc Gaïa a trouvé un certain nombre d'étoiles qui ne font pas partie de systèmes binaires et qui ont ce déplacement-là parce qu'elles sont en orbite assez large. Hein. Je crois que pour ces objets, c'est des orbites de plusieurs semaines. Et donc on a détecté 3 trous noirs dans les données Gaïa par le fait qu'il y a un compagnon plus massif que les étoiles autour duquel ces étoiles tournent sans qu'on les voit. Voilà. Mais il n'y a rien de surprenant à ce qu'il y ait des couples étoiles-trous noirs à des grandes distances orbitales. En fait, ce qui est plutôt surprenant, c'est qu'il existe des systèmes très rapprochés. Parce qu'en fait, pour qu'un trou noir vampirise une étoile, il faut qu'il soit très proche de cette étoile. Mais l'étoile qui a donné naissance au trou noir était elle-même très grosse. Donc la séparation orbitale entre le trou noir et l'étoile est aujourd'hui inférieure à la séparation qu'il y avait entre l'étoile initiale et l'étoile survivante. Là. Donc il faut un hasard d'une évolution orbitale un peu heureuse pour qu'on ait des configurations comme ça. La plupart des configurations, c'est soit le système est brisé, donc le trou noir et l'étoile ne sont plus en orbite, soit ils sont sur une orbite très large, ce qui est le cas des objets trouvés par Gaïa. Alors je sais que le dernier des 3 trouvés par Gaïa est un peu atypique, je crois, parce qu'on s'attend dans ces cas-là à ce que ce soit une orbite plutôt elliptique que circulaire, et je crois que ce système-là, il est en orbite circulaire et pas elliptique, ou le contraire, je ne sais plus. Donc il est atypique pour cette raison-là, mais il n'y a rien de surprenant qu'on ait trouvé ces objets. En fait, on connaît mal la statistique des évolutions orbitales possibles de ces systèmes. Donc c'est très bien qu'on en découvre, mais dire que sur 3 objets, on a découvert un truc bizarre. Je sais que Gaïa BH3 est bizarre aussi pour une autre raison, parce que c'est probablement un objet qui n'était pas dans la Voie lactée au départ et qui a été capturé suite à une fusion galactique, puisque la trajectoire du système n'est pas compatible avec une étoile du disque galactique. Donc c'est un objet vraiment bizarre, enfin vraiment bizarre au sens de atypique. Et si en 3 objets vous trouvez un objet atypique, ben vous êtes content parce que vous dites ouais, on va avoir plein d'autres surprises. Mais je ne crois pas que pour l'instant ça soit compétitif. Après, avec les prochaines moutures des données Gaïa, on aura de plus en plus de systèmes comme ça. La prochaine je ne sais plus quand aura lieu la prochaine diffusion de données, mais on pense que À la fin de l'année prochaine. On pense qu'on détectera R4. des dizaines de milliers d'exoplanètes exactement de la même façon, des exoplanètes cette fois proches de leur étoile, parce qu'on verra que le mouvement de l'étoile n'est pas compatible avec une trajectoire rectiligne. Donc Gaïa va nous donner plein d'exoplanètes, ça on en est sûr. Combien de systèmes moins standards elle va nous donner, ça je sais pas.
D'autres questions? Là-bas, alors est-ce que vous pouvez passer le micro? Voilà. Bonsoir, merci pour cette présentation. Vous avez évoqué en début de présentation des typologies donc de deux types, et puis vous avez dit qu'il y en avait d'autres. Et parmi ces autres, vous avez dit des primordiaux. Ouais. Ma question est la suivante. J'ai cru entendre qu'en début d'année, on avait cru observer, en tout cas identifier, des primordiaux. Alors je ne sais pas si c'est des primordiaux, moi je les appelle ça des taches rouges, qu'ils étaient trop nombreux et trop massifs par rapport à ce que dit, puisque vous avez évoqué tous les sujets sous forme de logique, puisque c'est découlé de la théorie. Donc là, ça sous-entendrait que ça contredit, ou en tout cas, ça valide pas ce qu'on connaît aussi de la théorie. Donc ma question est la suivante, c'est est-ce que depuis début d'année, on a eu d'autres informations ou on a d'autres interprétations? Et deuxièmement, quel est votre avis sur ces histoires-là? Alors, en fait, je suis pas sûr de à quoi exactement vous faites allusion, mais ça rejoint un truc que j'ai dit, c'est que cette fusion-là, on voit pas comment un trou noir de plus de 100 masses solaires pourrait se former à cette valeur-là de la masse. Donc évidemment, si vous avez un trou noir qui vampirise une étoile, le trou noir va être plus massif que ce qu'il était à la formation. Mais si vous avez un système de 2 étoiles, les 2 trous noirs ne peuvent pas être massifs. L'un peut être massif parce qu'il a gagné de la masse en vampirisant l'autre étoile, mais l'autre trou noir sera peu massif. Or là, on a 2 objets qui sont assez massifs. Et effectivement, l'évolution stellaire n'explique pas, dans l'état de ce que l'on comprend de l'évolution stellaire, qu'il puisse y avoir 2 objets aussi massifs. D'où le fait que je vous ai dit, une explication pourrait être une fusion hiérarchique d'objets il y aurait eu 2 couples qui auraient fusionné et qui auraient formé un seul gros couple qui ensuite aurait fusionné. Donc ça, c'est une hypothèse. Évidemment, l'autre hypothèse, c'est de dire, si l'évolution stellaire ne prédit pas l'existence de ces objets, c'est qu'ils viennent d'ailleurs, donc du Big Bang. Mais c'est un peu le joker de l'astronome. Je ne sais pas d'où viennent les trous noirs supermassifs, donc ça vient du Big Bang. Je ne sais pas d'où viennent les trous noirs de 100 masses solaires en système binaire, donc ça vient du Big Bang. En fait, voilà, il y a beaucoup d'inconnus, notamment le fait que les étoiles de toute première génération, ce qu'on appelle les étoiles de population 3, étaient probablement plus massives que les étoiles actuelles. Et ça, on en est sûr, puisqu'on n'observe aucune étoile de population 3 dans notre galaxie, donc elles sont toutes éteintes. Donc, quelle était la distribution en masse de ces étoiles? Est-ce que ces étoiles qui avaient une structure différente, parce qu'elles n'avaient ni carbone, ni oxygène, ni éléments autres que l'hydrogène et l'hélium, est-ce qu'elles avaient une distribution en masse plus élevée, mais vraiment très différente? Est-ce que ça a permis de fabriquer des trous noirs de très forte masse? Ça, on ne sait pas encore. Un des enjeux du James Webb, c'est justement d'étudier ces populations d'étoiles de population 3 dans les galaxies très lointaines, et donc d'avoir des informations là-dessus. Mais dire aujourd'hui on a détecté un trou noir primordial comme ça, c'est pas bon. Ce qui serait une détection certaine de trou noir primordial, c'est vous détecter un trou noir de la masse de la Terre. Parce que là, il n'y a aucun processus astrophysique aujourd'hui qui est capable de mettre la masse de la Terre là-dedans. Donc si vous détectez ça, là vous êtes sûr que c'est une origine primordiale. Mais arguer de l'origine primordiale parce que c'est plus lourd qu'un trou noir stellaire normal, c'est une hypothèse parmi beaucoup d'autres, et à mon avis, c'est plus un aveu d'ignorance qu'une preuve. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien. On remercie Alain Ruazuelo pour la magnifique présentation. Passionnante, et bien sûr on vous donne rendez-vous le mois prochain avec Daniel Kunt, et on doit quitter les lieux à 21h, donc si vous voulez effectivement procéder à une dédicace, faites-le rapidement. Merci à toutes et à tous, et merci aussi pour votre attention sur YouTube. À bientôt.